Le dimanche, alors en plus, là aujourd'hui c'est un dimanche un peu spécial. Parce que demain c'est ce qu'on appelle le 11 novembre. Oui, c'est pas... Le 11 novembre, c'est férié, mais pas pour tout le monde. On sera là en direct dans TPMP. Bien entendu, payé normalement et non pas x3 parce que c'est un jour férié. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça peuvent prendre leurs affaires tout de suite et se barrer. Merci. Voilà, donc demain on sera là, bien entendu, en direct. TPMP, c'est la vie. Inédit. C'est la vie. Bah, inédit, bien entendu. Inédit, en direct. Là, il y a plein de monde devant la télé le 11 novembre, donc je voulais absolument être avec vous. D'ailleurs, vous savez que ça a été une bataille avec la chaîne. Ah oui. La chaîne voulait me mettre en jour férié le 11 novembre. J'ai dit, bah vous êtes marrant, on louche le jour férié le 11 novembre, alors que tous les gens veulent nous regarder, parce que c'est vrai que le 11 novembre, moi je prenais mon exemple, moi je m'emmerdais beaucoup le 11 novembre. C'était un jour où vraiment je m'embêtais beaucoup. Et donc je me suis dit, si moi je m'embêtais, forcément il y a des gens qui s'embêtent. Donc il faut absolument qu'on soit là. Ils m'ont dit la condition sine qua non, bien entendu, c'est de faire l'émission au prix habituel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, les gars, pas de problème, je vais réduire les personnes autour de moi. Et on a topé dans la main, et on sera là demain, bien entendu. Donc on sera là. Dimanche aussi, également. Dans les meilleures conditions. Voilà, merci, dans les meilleures conditions. Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien. Tout le monde va bien. Alors, vous avez fait... je sais que Valérie Benaïm, samedi soir, je sais que vous êtes sortis. Samedi soir? Oui, on vous a vu, Benaïm. Où ça? Ah, Benaïm, on vous a vu. Qu'est-ce que j'ai fait? On vous a vu main dans la main avec Olivier d'Artigol. À Pau, bien sûr, la région paloise. Et je peux vous dire que Benaïm avait rien de pâle. Merci. Ça va toujours amoureuse? De mon compagnon. Non, oui, d'Artigol, oui, Olivier. Merci. Ça va, vous avez fait quoi avec votre femme? Entre hier et aujourd'hui, bah oui. On a dormi ensemble. C'est pas mal. T'as rien fait Vous êtes hier un soir? petit malin, vous. Hein. Ah, j'essaye. Il n'y a pas un polichinelle dans le tiroir? Non, il n'y a pas un polichinelle dans le tiroir. Est-ce que quand tu fais l'amour avec ta femme, Oh merde, tu réponds pas. Non, justement, attends, je vais juste poser une question. Quand tu fais l'amour avec ta femme, est-ce que tu mets le clignotant à droite? Est-ce qu'il t'arrive de crier le nom de Cyril? Non, attendez. Lui, non, mais sa femme, oui. Non. Il est très mal à l'aise avec ça. Il est pas contre Titi. Il veut pas qu'on parle de sa femme. Rost. Bonsoir. Bonjour. Vous avez suivi? Est-ce que tu as fait quoi hier soir dans le tiroir? Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Merci, j'étais en Normandie. T'es en Normandie? Avec Julien? Absolument, j'étais en Normandie. Julien de Normandie? Où je passe beaucoup de temps. On s'est croisés. On s'est croisés avec... Vous êtes croisés en Normandie? Absolument. C'est pas vrai. Ah mais oui, j'y étais moi aussi, vous m'avez écrit. Bah oui, mais vous m'avez jamais répondu. Ah mais c'est normal. Mais toi, C'est normal. oui, j'ai fait du sport en Normandie. Exactement, j'étais en tournoi de paddle en Normandie. Et après, je vous dis la vérité, j'ai fait un truc, j'étais en Normandie. J'ai fait un tournoi de paddle en Normandie. Et après, je suis allé à Deauville. Et j'ai rencontré plein de gens, absolument, exactement, qui m'ont dit viens jouer au paddle de Deauville. J'ai dit d'accord les gars, si vous voulez jouer avec moi, faut parier de l'oseille. Faut payer. Ah oui. Et je suis reparti avec des milliers de cadeaux. Ah mais les gens ont accepté et ont fait. Bien sûr, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Incroyable. Et vous savez, j'étais ébahi, j'ai vu exactement. Ouais. Ouais, et j'ai dit voilà, il y avait même un copain à vous qui voulait jouer. Ouais. Et je lui ai dit bah tu vas à la tirette. Tu peux comme tout le monde. Non mais c'est vrai, tu vas à la tirette. Non mais c'est vrai, bah oui les Et vous gars. n'acceptiez pas si on n'avait pas. Non, il fallait faire un Il y pari. avait mon beau-frère, Francky, avec Exactement. qui tu joues de temps en temps. Il y avait Francky qui joue très bien, que j'embrasse mon Francky. Et j'ai voulu jouer avec lui, je lui ai dit bah va chercher de l'oseille. Voilà. Et Même quand toi tu veux jouer avec le gars, il faut qu'il aille quand même chercher de l'oseille. L'histoire est vraie, hein. L'histoire est vraie. Il vous a raconté? Non. Et vous- Je sais qu'il fait beaucoup de trucs avec toi. Oui, j'ai fini la pouvez journée. pas jouer, J'ai dit, vous voulez que je vous dise, j'ai fini la journée. Ouais. J'ai eu cette phrase. J'ai dit, je commence à être très très inquiet. Mes amis m'ont dit pourquoi. J'ai dit parce que je gagne plus d'argent en paddle qu'en tennis. Mais vous savez, Cyril, que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram. Je savais pas que le paddle était un sport si répandu et qui me disent qu'ils rêvent de jouer au paddle contre vous. Ah ouais. Faut payer. Bah ouais. Vous devriez organiser un tournoi Non, mais c'est vrai. pour les spectateurs pour Vous avez raison. Non, qui jouent contre elle. j'avais prévu de faire un truc. Bah, vous voulez que je vous dise ce que je voulais faire? Je voulais faire une journée de 24 heures où je joue pendant 24 heures. Je fais venir plein de gens de Voilà. toute la France. Ce serait trop Dès drôle. qu'ils me battent, ils repartent avec un cadeau. Ça Gilles Verdez, il a fait quoi? Le repassage, le ménage? Il a fait quoi? Samedi soir, c'est japonais. Quoi, pourquoi? Vous êtes avec un japonais là? Non, restaurant japonais. Je savais pas. Je savais pas. Hein, vous avez quoi? Restaurant japonais. Ouais. Ma petite femme adore.
Mais c'est ma qui petite femme. C'est qui votre petite femme? Ma petite Fatou, ma grande Fatou. Parce que Fatou est votre petite femme. Comment ça s'appelle? Ma petite compagne. C'est votre petite amie. Ma petite, non, mais ma J'ai petite jamais remarqué, Fatou. je croyais que c'était un pote, moi. L'invite au japonais. Et tous les samedis soirs, c'est japonais. Non, mais régulièrement, on aime bien japonais. Et après, vous sortez votre sushi. Juliette Briard, vous avez fait quoi? Moi, le samedi soir, en général, je range, je retrouve mon petit Léo, on se met tout nu, puis on regarde un replay de TPMP tout nu. Non mais c'est énorme. On se met tout nu, on regarde les TPMP. On regarde les replays On de se met tout TPMP. nu, on s'ouvre une petite bouteille et on regarde un replay de Non, c'est vrai. TPMP. Mais Et vous ça, êtes obligé c'est un samedi soir de nous regarder tout nu? Ouais, c'est la tradition. Bonne ambiance. Bah écoutez, bonne ambiance. Bah, j'embrasse Léo, je l'adore. Le pire, c'est Léo, pendant Léo, les je l'adore. beaucoup aimé aux aussi. toilettes. Ouais, on a eu un truc les deux. Vous avez- je vous jure que c'est vrai. il y a eu un On a vu petit- qu'il y a eu un un. éclair. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. Mais je l'aime J'étais beaucoup. très contente de venir. Bah, je l'aime bien. Et il passait bien à l'écran, il était Ouais, beau. c'est vrai, exactement. voilà. Bah, la prochaine fois qu'ils viennent tout nus comme à la maison. Bah Je oui. peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Très bien. Bah écoutez, franchement, vous savez, je vais Elle vous est dire, amoureuse. quand on a Fabien Lecoeuf dans l'équipe, plus rien ne nous étonne. Je peux vous dire, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui ont une montgolfière dans le slip. Vous savez pourquoi il met un pantalon? Pourquoi? Pour éviter de s'envoler. Merci. Raymond. Moi, j'ai créé une appli. J'ai créé une appli ce week-end où les gens peuvent s'inscrire en espérant jouer contre Cyril Hanouna. Ils payent à l'avance. Excellent. Je les mets sur liste d'attente. Le temps qu'ils payent, je serai parti à Marrakech avec mes amis. C'est moche, c'est moche. Moi, mais ça marche. Vous pouvez vous inscrire sur Instagram. Oscar, bonsoir. Bonsoir. Alors moi en ce moment je suis en train de changer. Ah ouais? Oui, je fais beaucoup de naturisme, donc tout ce qui est dans les Vous aussi, montagnes. vous regardez la télé nue? Et on Non, vous faites du naturisme. Bah, dans les montagnes la semaine dernière, là, dans la verdure. Vous voyez? Ah ouais? Et ça gratouille pas? Comment ça Bah, dans la verdure, quand on court. Alors elle doit parler je vais dans la nature, je pense. Bah oui. Ah oui, non. Tu sais ce que c'est que le naturisme? Le Bah, naturisme. c'est dans la nature. Oui, le naturisme, c'est dans la nature. C'est ça. Le naturisme, c'est le naturisme, c'est le fait de se foutre à poil. Le naturisme, c'est le fait de se foutre à poil. Hein. Bah comment on dit être dans la nature alors? Être dans la nature, se promener, se promener, se promener, voilà comment on dit. Non, j'aime la nature, voilà. Voilà, c'est ça. Parce que naturisme, c'est être tout nu. La nature, pas les sgegs, la nature. Mais non, c'est être tout nu soi. T'as Oui. pas de sgeg? Oui, non. Pardon. Arrêtons ça. En tout cas, vous faites un début d'émission. Ouais, en fanfare. Bravo. La montagne, ça En la tout cas, gagne. vos ongles, franchement, j'ai changé. Ah, ils sont beaux, attention, là. parce que si vous êtes avec des naturistes, ah, voilà, je peux On vous fait une dire. couille, quoi. Doucement, Ah, doucement. ah, là, bah, là, je peux vous dire, elle fait ça, Fabien Lecoeuf, il perd 8 kilos. Il s'envole. Oui, Laurent. Rien, j'ai rien dit. Non, vous avez fait quoi? Bah, j'ai fait chut. J'ai dit mais les couilles samedi de soir. Fabien Lecoeuf quand il recevra le coup d'ongle. Ce gars était sur TF1. Pardon. Laurent, vous avez fait quoi hier soir? Eh ben, après l'émission, je suis parti à Deauville Non. avec mes filles que j'ai emmenées pour bouffer là-bas pour une occasion. Et on a rencontré totalement par hasard plus tard, vers minuit. Je rentrais à l'hôtel avec mes filles et celui-là, là. Rost, Ouais, qui a garé sa voiture, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là et tout. comme il était tout seul erré dans les rues de... Ah non, il était Le pire, c'est que j'étais tout seul. Ah si, si. Tout seul, c'est peu dire. C'est parce qu'à chaque fois, vous lui demandez s'il y a des bails, etc. Il n'y a jamais rien. Mais en fait, dans la réalité, on se rend compte. C'est sûr qu'il était seul parce qu'il m'a invité à venir. Charo.com. Ah, les gardes à vue vont tomber. Comment ça va? Ça va bien. Ça va? Moi, j'ai rien fait parce Mais que... dites-moi, vous écrivez beaucoup à Gauthier-Lebré, non? Comment? Vous écrivez beaucoup à Gauthier-Lebré? Mais comment vous savez? Mais alors sachez que je suis toujours avec Gauthier-Lebré. Il a accès à mon téléphone. Bah oui, je suis tout le temps fourré avec lui, donc dès qu'il Il a reçoit un accès à mon message, je regarde. téléphone. Mais c'est pas sa faute, c'est lui qui regarde toutes mes stories aussi en même Non, temps. mais elle est folle. Il y a Ok, alors là, on va voir qui réagit. Là, si tu me mets en cause, on va sortir les textos parce que là. il y a Non, des mais c'est têtes vrai, qui qu'est-ce vont que vous tomber. écrivez beaucoup à Gauthier-Lebré? Pourquoi? Ah, Parce qu'il me regarde tout le temps. Mais n'importe quoi. C'est toi qui réagis à mes stories. Mais non, dès que je poste un truc, tu regardes. Mais c'est ça. Mais si, Mais parce que tu apparais dans les stories comme n'importe qui. Et vous étiez mariés depuis combien de temps?
professionnel. Il parle à un professionnel. Hein. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait vous, ce week-end? Moi, au point où je suis, je pense que j'ai plus de chances de rencontrer un alien que l'amour de ma vie. Donc, Un alien? Voilà, donc je fais rien, on me propose rien, on me demande rien. Et t'as proposé? Non, mais alors attendez. Attends, on va tout Excusez-moi, remettre au clair. Vous, si je peux me permettre, vous. Non, mais quand il m'a proposé, il avait Faites déjà fait attention, la vous avez moitié. des flics au cul. Non, mais je vous le dis. Non, mais qu'est-ce qu'il a... Vous avez vraiment proposé de la Il Deauville? m'a proposé, Alors, mais quand il m'a alors. proposé, il avait déjà fait la moitié du chemin, donc il fallait que je le rattrape en voiture. Non, Non, mais c'est les pas mecs, il y a un vrai dos. ça. Non, moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Dis-moi, je dirai après ce que j'ai vu. C'est un champ de ruines. Moi, j'ai rien à faire dans non. l'histoire, juste la vérité, Les mecs, est-ce que je peux juste faire un truc, s'il vous plaît? Laurent, je vais vous demander de vous mettre la main, on va faire un rideau. Non, mais on est obligé. Allez vous mettre là-bas, Laurent. Allez vous mettre quelqu'un là-bas. Et dans un instant, il y aura quelque chose, il y a quelqu'un qui aura quelque chose à vous dire. Donc, donnez votre version. Non. Moi, Non, d'abord la version de Marjolaine, c'est tout. voilà, j'étais sur la route, Ouais, avec qui? Toute la fin de journée? tout seul. Ouais. Et donc, j'ai reçu un texto, De qui? Marjo, C'est moi qui t'ai écrit en premier. voilà, pour m'inviter parce Mais qu'elle dis-moi, faisait... Marjolaine, elle est créative. Voilà. Non, mais attendez, c'est parce qu'elle faisait une soirée chez elle, et donc Déguisée, elle voulait... une soirée déguisée. Non, Voilà. déguisé? Ouais. Elle voulait que je vienne. Ah oui. Et donc je lui ai dit, écoute, moi je suis déjà à la moitié du chemin pour aller à Deauville. Vous Donc, avez entendu le costume? voilà, C'était en si jamais policier. tu- C'était en policier la Si soirée. tu ne fais rien ce week-end, vous allez voir la pourquoi soirée. Laurent ment. J'ai dit, si tu ne fais rien ce week-end, si tu veux monter à Deauville, tu es la bienvenue, comme je fais avec Raymond. Non, c'est pas vrai. Moi, je te dis, je peux aller à Deauville, on peut se voir là-bas. J'ai le pote Sandy qui est là-bas, qui je peut t'ai voir proposé, Sandy. vraiment. Tu m'as Il a proposé. invité Raymond et moi dans la loge. Exactement. J'ai Voilà. compris, Raymond, c'était un alibi, Ouais, les mecs. Faut arrêter de me prendre- Oh, ça y est. faut arrêter de me prendre pour un con. Bon, Je on suis un commence homme à y voir plus généreux. clair dans cette équipe. Merci. Valérie Benaïm veut D'Artigol, Rost veut Marjolaine, Marjolaine veut Raymond, Raymond veut l'ensemble de la région parisienne. Merci. Oui, Laurent Fontaine. Bah, je sais plus si je dois dire ou pas, il arrête pas de me faire des gestes en me disant non. Avec qui Rost est à Deauville, s'il vous plaît? Moi, j'ai juste une histoire très simple à raconter. J'étais sur un trottoir de Deauville avec mes deux filles qui ont 20 ans, Joy et Tamara, que j'embrasse très fort. Rien à, je rentrais tranquille. Tout d'un coup, je vois une voiture arriver, un cabrio de folie. Je vois un mec qui sort de la voiture, je reconnais la tête de Rost, évidemment reconnaissable, et il me dit « Ça va mon Lolo ?» et tout, il vient m'embrasser, il me dit « Avec qui ?» Je lui dis « Je suis avec mes deux filles, je lui présente mes filles d'ailleurs, bisous. » Et là, je lui dis « Et toi ?» Et là, il me dit « Bah moi aussi, je suis avec mes deux filles. » Non, mais deux garçons. Je vois deux nanas, voire dans la voiture, une troisième. Donc déjà, il me dit, je suis avec mes deux filles, j'en vois trois. Les nanas, elles ont carrément 35-40 ans, donc pas du tout l'âge d'être ses filles. Et habillées, au début, je crois que c'était Marjo. Bravo, la vérité. Il n'y a que la vérité qui compte. Moi, j'ai pas voulu que mes filles restent dans cette ambiance. J'ai que le ramené mes mensonge filles à qui moi, qui ont 20 ans et qui sont tout à fait Bravo Laurent pour la tranquillous. transparence. Vous savez quand même que la semaine dernière, Et Ross il est m'a dit... remonté dans sa bagnole en disant La semaine dernière, Ross m'a dit que quand il allait à Deauville, c'était pour s'isoler et écrire. hein. Mais c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Il ment. S'isoler, oui. Écrire, s'isoler, oui. Apparemment, il sort un stylo, mais c'est pas celui qu'on croyait. Sombre affaire. Allez, on va passer aux 5 images de l'art. Merci Gilles Verdez. Gilles. Cette semaine, les élèves de la Star Academy ont eu la visite de Brigitte Macron. Eh oui, Brigitte Macron, elle est venue au château dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Regardez. À quel point ce harcèlement était facteur de déstabilisation. Je suis aussi étonnée de voir l'extrême jeunesse à laquelle ça commence. Avec quelle force. Moi, quand je vais au 30-18 et que je lis la violence des messages qu'ils s'envoient, parfois même très jeunes, je suis totalement bouleversée. Pour certains, c'est un moment de leur vie. C'est tout. C'est un mauvais souvenir. Pour d'autres, ça va laisser vraiment des traces. Pour d'autres, c'est
Ils veulent plus. Ils veulent plus continuer. Oui. Rien à dire, c'est magistral. Et franchement, il ne faut pas y voir une intervention politique ou voilà. C'est la première dame. Elle va parler du harcèlement parce que c'était la journée contre le harcèlement. C'est fondamental. En plus, c'est cœur de cible. C'est regardé par des jeunes. Elle s'adresse à des jeunes. Et le harcèlement, notamment au collège, c'est redoutable. Donc bravo à elle et bravo à la Starac de l'avoir accueillie. C'est vrai. Oui. Ils étaient déjà venus l'année dernière à l'Élysée pour chanter pour le Noël des enfants. Vous savez, il y a un Noël des enfants chaque année à l'Élysée. Ils étaient déjà allés chanter devant Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Je voudrais revoir aussi ces images de la semaine qu'on vous a montrées dans TPMP. C'était en plein match de foot au Pérou. La foudre s'est abattue sur la pelouse, faisant un mort et plusieurs blessés. C'est vrai que ces images sont incroyables. On voulait les revoir. Regardez. Incroyable. Ah ouais, l'arbitre arrête le match parce qu'il voit une tempête, mais malheureusement, le temps que les joueurs se précipitent vers le vestiaire, deux, on l'a vu sur l'écran, sont frappés par la foudre. Un défenseur, un gardien de but, ça va droit sur eux. Le défenseur est mort et le gardien de but est grièvement blessé. Et les autres sont choqués, il y a 3 blessés. Voilà. L'arbitre, est-ce qu'il aurait pu arrêter plus tôt? On ne sait pas, mais voilà, là, il y a eu le laps de temps dramatique. On avait parlé également de Matteo. Ça fait partie des images de la semaine. Matteo, un jeune de 19 ans, a été agressé violemment dans la nuit de samedi à dimanche pour lui voler son portable. Sa maman a réagi sur Facebook. Elle a eu un message incroyable avec une photo choquante de son fils au visage tuméfié. Regardez, c'était une des images du jour, le témoignage de Matteo. C'était sur CNews. Arrivé au niveau du parking, là où était ma voiture, j'entends qu'on m'appelle au loin, donc je réponds pas, j'avance tête baissée parce que j'étais fatigué, moi je voulais juste rentrer. C'était vraiment proche de moi, je les envoie un petit peu balader, et ça a été mes derniers mots. Après, je sais pas comment on m'a mis à terre, mais on m'a mis à terre. Je me souviens avoir pris un bon 5-6 coups de pied dans le visage, etc. Et après, je suis tombé inconscient, donc le reste des coups, je me rappelle pas en tout cas. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient pourquoi ils le faisaient. Ils étaient entre 4 et 6, ils l'ont littéralement massacré. Et la seule chose positive qu'il dit, c'est heureusement mon cerveau n'a pas été touché. Il aurait pu mourir pour un téléphone, un portefeuille. Donc il y a eu le très bel appel à témoins de sa mère pour qu'on retrouve les agresseurs. Et lui qui témoigne, voilà. Est-ce que ça peut servir d'exemple? En tout cas, ces histoires sont folles. C'est une violence inouïe pour un téléphone, un portefeuille. Vous savez, il y a pour moins que ça. Ce week-end, malheureusement, le week-end dernier, j'ai mon fils qui s'est fait massacrer de la même manière. Non. Le nez cassé. Oui, le nez cassé, la tête complètement défoncée, les côtes, et par 2 vigiles d'une boîte à Caen, où il y a régulièrement des problèmes de violence avec les vigiles. Et quand vous retrouvez votre enfant, qui est en plus un gamin, c'est le gamin le plus gentil du monde, toujours souriant, sans aucune violence. Moi, j'ai grandi dans l'extrême violence, et j'ai éduqué mes enfants justement à l'inverse de ça. Et quand vous recevez une vidéo de votre enfant en sang, comme ça, massacré de cette manière-là, c'est quelque chose, je crois, je ne sais pas combien de temps il faudra pour se remettre de ça. Et c'est le genre de choses, je me dis, j'ai grandi parce qu'à l'époque, ça ne serait réglé pas par la justice, mais autrement. Et je peux vous dire que je comprends la colère des gens qui le vivent, et ça n'arrive malheureusement pas en région parisienne. Où, ils sont partis tout simplement en boîte avec un ami à lui, un pote à lui, il a 19 ans, je rappelle. Son pote qui fêtait son anniversaire. Et ils sont allés manger et il a voulu faire un cadeau à son pote en l'emmenant en boîte pour s'éclater un peu. Et à un moment, il se sentait pas bien, il a voulu sortir et il a couru et il est monté. Il dit je sors parce que je me sens pas bien. Et à ce moment-là, le vigile lui dit tu peux pas dire tu dis s'il te plaît. Et il lui dit mais je me sens pas bien, j'ai besoin de sortir. Et là, il lui met une claque en lui disant ouais tu parles mal. Et il lui dit, mais j'ai besoin de sortir, je respire pas là, je me sens pas bien. Et là, l'autre, il attrape et il le balance dehors. Et son pote arrive et il lui dit, la prochaine fois, tu diras, s'il te plaît, s'il vous plaît, et avec un gros mot derrière, c'est-à-dire fils de, voilà. Et mon gosse met les mains dans le dos, parce que moi, je leur ai toujours dit ça. Quand c'est comme ça, tu mets les mains dans le dos, parce qu'ils ne peuvent pas dire que tu les as tabassés, ou tu les as tapés, ou tu as mis un coup, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a dit, mais moi, je ne cherche pas d'embrouille. Je ne vois pas pourquoi vous m'agressez de cette manière-là. Et ils lui ont sauté dessus et ils l'ont massacré au sol à 2. Un gamin de 19 ans, à 2, ils l'ont massacré. Incroyable. Effectivement, quand vous êtes parent, quand vous vivez ce genre de choses, c'est quelque chose de douloureux. Et le gamin, il est marqué
Et vous avez porté plainte, il a porté plainte. C'est ce que j'allais dire. Bien sûr qu'on a porté plainte. Bah ouais. On fait confiance à la justice et on espère que la justice ira au bout de ça. Et que ces gens ne puissent plus jamais retravailler dans une boîte de leur vie. Samedi dernier, ça fait partie des images de la semaine, bien entendu. Dans une interview donnée à Outre-mer, la première, Teddy Riner a poussé un coup de gueule contre la vie chère en Outre-mer, tout en lançant un appel à la solidarité. Ça fait partie des images de la semaine. Regarde. Ça m'attriste parce que ce sont des régions françaises et ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Quand on met de la marchandise dans des bateaux, c'est un trajet. Et quand ça arrive en zone antillaise, c'est plus 30%. Donc j'aimerais comprendre pourquoi c'est plus cher pour nous, pourquoi on nous traite autrement. On est français ou on n'est pas français? Il est dans son rôle, là. Bien sûr, il a raison. Et ça fait plaisir, je veux dire, parce que souvent, on dit que ça nous emmerde, les stars, les sportifs qui parlent de politique, etc. Mais c'est toujours parce que c'est toujours les mêmes sujets, en fait. Les sujets qui ne sont pas courageux. Là, en parlant de chez lui, de là où il vient, etc., et qui porte la voix du peuple des Antilles, qui effectivement, en ce moment, connaît une période extrêmement difficile. Je trouve qu'il est dans son rôle et que pour une fois, ça fait plaisir d'avoir un sportif, une personnalité qui utilise son temps de parole à de bonnes fins et à des fins qui sont vraiment utiles. Oui, vraiment. Ouais, moi, d'abord, je l'adore et je respecte sa carrière parce que c'est l'un des plus grands champions qu'on ait eu en France. Sauf que ce coup de gueule, moi, je l'ai reposté sur les réseaux sociaux parce que je pense, comme avec Cyril et comme tous ici, on pense à la Martinique qui est en train de galérer. Exactement. Alors que c'est totalement injuste parce que c'est la France. Ouais, donc on aide tout le monde à droite à gauche, comme on dit tout le temps, mais on n'aide pas la France. Mais ce qui me dérange dans sa déclaration-là, que j'entends, c'est qu'il dit « Ouais, j'aimerais savoir pourquoi ». Mais tu étais au Maroc avec le président. J'aurais voulu qu'il me dise « Le président a dit qu'il allait s'occuper de la Martinique ». D'un message parce que te pose pas de questions, tu l'avais sous la main, le président. Il avait la chance d'avoir le président dans son voyage au Maroc, il y était. Je suis pas sûr qu'il l'avait sous la main. C'était pas pour ça. Ouais. C'était pas pour ces raisons. C'était pas pour même ça. Pas au président. Mais moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, j'ai plein de gens que je connais, notamment des Martiniquais, qui m'ont dit, il est sympa, on l'adore, on l'aime, il parle pour nous, tant mieux. Mais sauf qu'il peut avoir le président en contact. Il peut. Ça c'est sûr. S'il appelle le président, pas au Maroc, mais le président va lui répondre. Donc il faut, et c'est bien parce qu'il parle de la Martinique, est-ce qu'il faut parler de la Martinique parce que c'est la France, la Martinique. Mais peut-être qu'il envoie des personnes le sait. Pardon, mais tout le monde sait pourquoi ça coûte 30% plus cher pour des raisons très précises, très identifiées, très documentées, et que le président est tout à fait au courant. Il n'a pas besoin que Teddy Riner lui dise dans un voyage ce qui se passe là-bas. Il le sait, tout le monde le sait. Alors si tout le monde le sait, faut le changer. Ah oui, mais c'est l'importation. Parce que moi, je ne peux pas entendre. Je peux pas entendre qu'on le sait. Il a raison. Pourquoi ça bouge pas? Il a raison. Je peux pas entendre ça. Tu sais, les gens, souvent on parle d'ici, on dit les impôts, faut payer plus d'impôts. Les gens qui gagnent de l'argent, ils sont pas contre payer plus d'impôts. Ils veulent savoir où vont leurs impôts. On veut bien payer plus d'impôts, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne veux pas que la Martinique crève. Je veux que mes impôts servent à payer. Alors, si on sait où est le problème, alors le problème, on le règle avant d'aller régler d'autres problèmes qui sont à l'autre bout de la planète. Parce que moi, c'est ça que je supporte pas. Ce que je supporte pas, c'est que des électeurs français, aujourd'hui, vont payer des bouteilles d'eau, des packs d'eau à 10 €. Ça, je supporte pas, en fait. D'accord. Et qu'on me dise, il y a un tel qui est venu à l'Élysée, il est reparti avec des mallettes, il a fait ci, on a donné tant de millions là-bas, on a donné tant de millions là-bas, ça, je supporte pas. Tu vois, ça, pour moi, c'est pas entendable pour moi. De dire, en plus, le pire, c'est qu'on me dit, oui, mais on sait, c'est à cause de la. Moi, j'entends des trucs qui viennent de Chine. Oui. J'entends des affaires qui viennent de Chine que j'achète 2 €. Ça vient de Chine. Moi, j'achète pas ça, mais j'entends des trucs qui font des commandes avec des applis où ça vient de l'autre bout de la planète. Comment tu peux m'expliquer que d'un produit qui vient de la Chine, il arrive en France, tu vas le payer moins cher qu'une entreprise française qui défiscalise l'entreprise qui amène son produit de Chine, et en Martinique, ils crèvent de faim. Alors sinon, on dit, la Martinique, c'est plus des Français. On n'a qu'à dire ça à ce moment-là. On n'a qu'à dire ça. Mais si c'est des Français, on les aide. Merci. 1000% d'accord avec toi. Bien sûr, on est tous d'accord avec Raymond. Mais tout le monde doit être d'accord. C'est ça qui est le souci, quoi. La 5e image de la semaine, c'est un album de la bande dessinée Spirou qui a été retiré de la vente suite à des accusations de racisme et de sexisme. Spirou et la Gorgone bleue a provoqué la polémique. On peut y voir des hommes et des femmes noirs dessinés comme des singes, des femmes dénudées et très sexualisées. La polémique est partie d'une vidéo sur TikTok. Regardez. Cet album, on a des personnes noires qui sont représentées, qui sont dessinées. Bizarrement, quand tu as des personnes blanches, tu reconnais direct que ce sont des humains. Mais quand tu vois des personnes noires, on dirait clairement des singes. Ça, c'est des personnes blanches, on peut bien reconnaître que ce sont des humains, il y a rien. Attention, ça va de pire en pire. Voilà. Pardonnez-moi, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, la différence de couleur comme... Pardonnez-moi, mais c'est quoi ça? On a fait un scandale pour Banania, pour Oncle Ben, c'est tout, mais on en parle?
Alors moi, je suis d'accord avec elle. Bien sûr, c'est vraiment. sorti. Là, non, mais là, c'est vrai que c'est incroyable. Bien sûr. Les dessins. C'est ouf en fait. Alors, et vous savez que moi je suis assez critique sur tous les trucs, voilà un peu. La cancel culture. Là-dessus pour moi, il n'y a même pas de débat. Bravo à la personne qui l'a posté sur TikTok parce que c'est vrai que c'est assez fou en fait. C'est sorti en 2023. C'est fou. Ça n'a pas suscité de polémique. Et puis après. Oui, mais c'est normal parce que tu vois pas, Bien sûr. Tout le monde ne lit pas Spirou. Exactement. Voilà, je ne savais pas. Mais... D'autant que c'est pas l'auteur originel, mais la polémique maintenant est sortie. La maison d'édition a pris conscience, a retiré. Et on prend toute la responsabilité. Elle prend conscience après coup. Pourquoi elle dit comment ils ont fait valider les planches. Parce qu'après coup, ils disent oui, c'est inadmissible. En fait, ce sont des représentations archaïques, etc. Je pense vraiment pas qu'on puisse m'accuser de. Non, mais que des gens puissent faire ça pour moi. Parce que l'auteur, en gros, pour se défendre, il dit c'est de la caricature et tout le monde est caricaturé dans la BD. Non, les blancs sont pas caricaturés. Mais ils sont pas les blancs, ils sont caricaturés, là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Elle est caricaturée, là. Parce qu'il dit parce qu'il y a un blanc qui est caricaturé comme Trump, etc. Personne, aucun blanc n'est caricaturé comme un animal. Là, c'est même pas de la caricature, ce sont des singes. Il n'y a pas animalisé. Mais non, mais vous dites qu'il est caricaturé comme Trump. Trump, c'est pas un animal. À un moment donné, il faut arrêter. C'est exactement ce que je dis. C'est tout le débat qu'on a eu ici la semaine dernière déjà sur justement les représentations et ce qu'on met dans la tête des gens par rapport à la perception qu'ils ont des autres. Et je suis ravi d'ailleurs que ça soit une jeune fille avec des yeux verts, blonde, qui ait fait ça. Parce que si c'est nous qui le faisions, à chaque fois on nous dit vous êtes toujours en train de vous plaindre. Non, là, on aurait donné. Là, tu vois, arrête de dire ça. C'est pas ça. Non, Rose, quand c'est justifié, tu vois bien que quand c'est justifié, on est tous d'accord. Là, c'est justifié. Là, c'est vraiment justifié, il n'y a pas de débat. Quand c'est justifié, il n'y a pas de débat. Allez, on va accueillir tout de suite Andrea. C'est parti. Ça va, bonsoir tout le monde. Baby, ça va? Salut baby, montre-nous ton Willy. C'est sympa les paroles. C'est là j'ai bien aimé. Ouais. Bon allez, cette semaine RTL recevait le socialiste Raphaël Glucksmann qui a bien failli nous quitter sur cette question. Ouais. Il y a une réflexion commune sur les moyens d'atteindre ces objectifs. Raphaël Glucksmann, est-ce que vous avez déjà fumé un petit pétard? En parlant de questions, on a eu droit à ce qu'on appelle dans le jargon une question con, signée France Info. De l'ultra-violence sur fond de trafic de drogue, des faits de violence graves qui parfois ont conduit à des morts. Est-ce que ça vous inquiète? Non, bah non, pas des masses, hein. Mais la palme de la pertinence revient à Julien de Public Sénat pour cette question essentielle. Oui, il y avait un petit déjeuner organisé par Gérald Darmanin. Et est-ce que vous avez bien mangé? Alors, Bon, allez, on va tenter de relever le niveau avec quelques citations littéraires et je vous laisse trouver l'intrus d'ailleurs. Vous savez, ça m'a fait penser à cette phrase d'Einstein, ne comptez pas sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Voltaire disait « Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. » C'est la brûlante question de Hamlet. Être ou ne pas être. Si on parvient à donner aux gens, comme dirait Johnny, l'envie d'avoir envie, c'est déjà pas mal. Pas mal. Le petit point mode de la semaine nous est offert par Sandrine Rousseau qui a décidé d'aller sur France 2 habillée comme un surligneur rose. Pour dire cela. Parce que ces inondations n'ont rien d'une catastrophe. C'est mieux comme ça, ouais. C'est mieux. Et enfin, heureusement que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était là pour dire les termes. Personne n'y avait pensé d'ailleurs. Quand on reçoit dans la tête une balle, c'est très grave. Merci Bruno. Mais oui, il fallait penser. Attends, tu rigoles. Non, Retailleau qui grimpe dans les sondages. Hein. Évidemment. C'est une flèche. C'est le seul qui existe dans le gouvernement. Rachida, c'est vrai que le reste. Maud Bréjon un peu aussi. Oui, c'est vrai. Maud Bréjon, c'est pas. Oui, et Antoine Armand un peu aussi. Soit après, voilà. On n'entend pas beaucoup. Il paraît qu'il viendra bientôt sur Europe 1. Il vient très bientôt sur Europe. Ouais. Exactement, oui. Ouais, pour vérifier vos finances. Merci. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour du côté des zinzins de l'Assemblée nationale. Ouais, calme-toi, t'es beau. Ah, qu'est-ce qu'on a dit hier? Merde. Bon, je sais pas ce qu'ils avaient pris cette semaine à l'Assemblée, mais c'était de la bonne en tout cas. Il y avait de l'amour. Bonjour à tous, j'adore ce moment. Je vous demande d'être beau. Ensuite, j'ai compris la raison de cette atmosphère plutôt détente. J'adore ce moment où on fait cette photo de famille. Ah, chouette, c'est la photo de rentrée qui a réconcilié tous les députés, même si ça a duré que 5 minutes.
Mes chers collègues, c'est fini. Oui, tu peux gueuler. Moi aussi, je peux crier très fort. Allez, à la buvette, retrouvez-vous et laissez-nous travailler. Votre groupe, il est tout sec et tout maigre, on dirait un bâton juste un bridou. Mais vous, votre parti, il a été fondé par DSL. Ouh, ça c'est pas gentil ça. Bon, pour remettre un peu de légèreté dans tout ça, je vous propose une petite recette, rien de plus simple, des œufs, de l'huile, de la moutarde, pour obtenir... Monsieur Maillot. Et là là, un conseil aussi, faut pas être susceptible à l'Assemblée si fini ou pas fini, le temps c'est le temps. Merci beaucoup. Les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup. Au groupe, fait gravissime, on a assisté au vol de la feuille A4 de Maud Bréjon en direct live. De l'énergie, vous l'avez dit, de la vie chère, bien évidemment, de la Nouvelle-Calédonie, les choses elle sont l'a récupéré, en train elle l'a de... récupéré. On a eu très peur par contre avec ce député qui s'est adonné à la magie noire. Saint-Augustin disait « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». D'accord. Et enfin, j'espère pour lui qu'il a pris rendez-vous pour ajuster le pacemaker. Le député Richard Ramos aurait bien eu besoin d'une petite infusion nuit tranquille. Ce sont des méthodes de voyous. Vous êtes un voyou. Vous êtes un menteur. C'est terminé. Regardez Pinocchio. Regardez Pinocchio. Il est en spectacle. Tiens, les gars, à 200% le cœur là. Lui, je l'adore. Il est incroyable. Il est incroyable. Faudrait qu'on le reçoive, lui. Ouais. Il est très fort. Vous avez vu, il y avait Maud Bréjon. Ouais, j'ai vu. Vous avez vu Non, non. Si, t'étais moustillé. J'ai regardé, j'ai constaté. On lui a. s'est fait voler sa feuille, il était même pas là pour la défendre. C'est même pas là pour la défendre. Elle s'est pas énervée, elle a souri. Elle est incroyable. J'aime bien. Merci. Allez. Bon, allez, dimanche égale meilleure vidéo des réseaux à travers le monde entier. On prend notre sac à dos, on part pour le monde des réseaux. Allez, on commence en Indonésie où il faut toujours vous méfier si on vous demande de répéter une gamme en musique. Do, ré, mi, fa, sol, la. Do, ré, mi, fa, sol, la. Tout est possible aux États-Unis, même parler avec des dindons. Suffit d'une bouteille et un peu d'entraînement. Ça marche. J'en connais une qui aurait pu passer une bonne soirée à Cosenza en Italie. Suffisait juste de pas avoir peur dans la fête foraine. Ce mec voulait juste faire un câlin à sa chérie. Apparemment, madame avait d'autres plans en tête pour lui. Et hop là, c'est subtil. C'est pas l'automne pour tous les Français. À Maurice, il y en a combien de la chance d'être en télétravail? Pour la réunion Zoom, je pourrais pas brancher la caméra. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un problème de connexion. Là, ça dépend pas de moi. Ah bah non. Et enfin, retour de soirée pour madame. Où le plus compliqué finalement, c'est pas de rentrer, c'est de se coucher. Je ne sens pas. Juste à côté. Quelques centimètres à côté. À la semaine prochaine, salut. Merci mon bébé. Alors, on se retrouve dans l'instant, les chéris. Et on aura un peu de Sloane, Peter et Sloane. Ah, sûr. Eh ben, elle sera avec nous dans un instant. Besoin de rien. Ah ouais, pour nous dire que sont-ils devenus, ce sera le que sont-ils devenus. Et puis, il y a bien sûr Fabien Lecoeuf qui arrive pour les livres de la semaine. On est pas mal, à tout de suite. C'est vite. Et puis, il y a les grandes gueules qui arrivent, hein. Bien sûr, à tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est dimanche et c'est pas ça. Ah là là, et on va passer à que sont-ils devenus parce qu'on va accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mettez le son, mettez le son. Mettez le son. 2, 3. Merci Sloane. Ah mais sans rigoler, vous avez pas changé. Oui, un petit peu quand même. Mais non, c'est un truc de ouf. Franchement, ah non. Besoin de rien, envie de toi. Vous savez, c'est ce que Fatou dit souvent à Gilles. Non mais c'est vrai. Besoin de rien seulement. Elle s'arrête là. La chanson de Fatou, c'est besoin de rien, besoin de rien. Besoin de rien, non, vraiment besoin de rien. Merci. Hein. On est heureux de vous voir. Comment vous allez? Ah, super bien. Je vous jure, en tout cas, vous avez l'air en pleine forme. En pleine forme. Mais vraiment. Vraiment. Vous rappelez bien sûr Peter et Sloane, hein? 40 ans 40 ans. Quoi, ça fait 40 ans? De duo. Ah, 40 enfin, 40 ans de la chanson, oui. Ah ouais, 40 ans. 40 ans, incroyable. Chanson. Comment vous avez 84 84. 40 ans, 84, bien vu, ouais. C'est très bien compté.
Il n'a pas les mains dans les poches. C'est pour les mal comprenants, Gilles. Non, mais Gilles, il a des infos, le gars. Impressionnant, il bosse bien. hein. Comment vous aviez monté le duo avec Peter? C'est une rencontre en studio d'enregistrement. Ah, d'accord, vous n'étiez pas ensemble? Non. Ah, j'ai cru, moi, à un moment. Ah si, mais après. Ah Eh oui, c'est la polémique. Il y a eu papa dans maman, comme on dit. On va en parler. Voilà. Ça va, ouais, ça va, besoin de rien. Non, au départ, c'est une rencontre en studio. Vous n'étiez pas ensemble? Et après, on a été ensemble en 83. Ah ouais, vous avez vu, il y a plein de rencontres qui se font dans le travail. C'est comme Benaïm avec Olivier d'Artigol. Est-ce qu'on pourra avoir une photo d'Olivier d'Artigol? C'est vrai, est-ce qu'on pourra avoir une photo d'Olivier d'Artigol? Ça va, toi, tu veux parler de ta femme? Tu veux parler de ta femme? On peut avoir une photo de ta femme? S'il vous plaît, vous êtes rencontrés en photo en studio d'enregistrement? Oui. Qui a fait le titre? Le titre, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait la musique. Oh, énorme. Voilà, et une phase B qu'on m'a demandé. Quel tube, ah ouais. J'avais 2 heures pour le faire et je l'ai fait en 20 minutes. Non, c'est pareil. Et puis, pouf. Non, c'est incroyable. Oui, le destin. C'est fou. Le destin, c'est incroyable. Hein. C'est énorme. Et oui, et à l'époque, je disais rien et personne ne savait que c'était moi qui avais fait la musique. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Besoin de rien, envie de toi. Et ça a été un énorme tube exceptionnel. Oui. Et je suis tellement heureuse sur scène, les gens chantent tout. Ça leur apporte du bonheur, c'est optimiste, hein. Besoin de rien, envie de toi. On n'a rien envie de toi, oui, c'est optimiste, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Bah oui, c'est sûr, on préfère ça que envie de toi, rien de rien. Voilà. Bien, on préfère ça que envie de toi, c'est combien voilà. Mais besoin de rien, envie de toi, c'est aussi sur l'amour universel. Ça veut tout. C'est pour beaucoup de choses, beaucoup de gens, des animaux, des. C'est-à-dire aussi bien, voilà, aussi bien même voilà, l'amour universel. L'amour même d'une œuvre, l'amour d'un chroniqueur comme Olivier d'Artigol. Voilà. Mais oui. Oui, alors, je voudrais parler de votre couple, justement, Peter et Sloane. Alors, oui, alors justement. Voilà. Peter, c'est son prénom, c'est Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre Savelli. C'est vrai que Jean-Pierre, voilà, c'était. C'est moins bien que Peter. Vous, c'est votre vrai prénom. C'est votre vrai prénom? Non, mon vrai prénom, c'est Chantal. Ah oui, ouais. C'est vrai que Chantal et Jean-Pierre. Peter et Chantal. Allez, tout de suite, Chantal et Jean-Pierre, besoin de rien, envie de toi. C'est vrai que Peter et Sloane, ça quand même. Je suis d'origine irlandaise, donc Sloane, on a trouvé Sloane qui allait très bien avec Peter. Ah, c'est super, Peter et Sloane. Voilà, ouais. Peter et Sloane. Et c'est une avenue à Londres qui existe. Ah ouais? Oui, j'ai le nom d'une avenue. Ah, je croyais qu'ils l'ont fait après vous. Ah non. Non, non, j'ai pas cette prétention-là. Mais j'ai un peu volé le nom, quoi. Ah, lui, il a plein de trucs à son nom. Il y a plein de fontaines. Oui, donc votre couple a fait beaucoup parler. D'abord, ma première question, avez-vous vraiment été en couple? Parce que Peter, Jean-Pierre Savelli... Ah oui, mais lui n'est pas tout à fait d'accord. Non, il n'est pas d'accord. Mais ici... Chez Cyril, on dit la vérité. Merci. Il dit la vérité. Merci, Sloane. Et ici, les gens doivent dire la vérité. Exactement. Parce que lui ose la dire. Exactement. Et moi, pourquoi j'ai réinventé ça? Bah oui. C'est complètement aberrant. J'ai autre chose à faire. Non, mais Sloane, je vais vous dire la vérité. Quel est l'intérêt de Sloane de dire oui, on a été en couple? Non, mais non. Oui. Si on n'y a pas été, on n'y a pas été. Attendez, si je puis m'arrêter, parce que je suis la polémique chez Jordan. C'est quoi la polémique? Alors en fait, il y a une polémique, c'est que Madame accuse Peter gravement. Je dis madame parce qu'elle l'accuse de violence conjugale. Voilà. Oui. Pendant le moment où vous avez été en couple. Oui, c'est pas la question. Et lui dit d'abord, nous n'avons pas été en couple, je n'ai pas été violent, et depuis, il ne veut plus du tout vous parler. C'est-à-dire qu'on ne se parle plus depuis longtemps. Mais depuis longtemps, voilà. À cause de ça. Ah ben, c'est à cause de beaucoup de choses, énormément de choses. Parce que moi, le duo s'est arrêté en 86. Les producteurs et moi-même avons arrêté pour la première fois le duo à cause des violences. Et même chez eux, dans leur bureau, ils m'achetaient une poubelle à la tête. Ils ont vu qu'il était violent et ils ont décidé d'arrêter avec moi. Vous avez parlé de coups de tête? Ah oui, bah, le coup de tête, c'était au début entre les 2 yeux, ça me faisait les yeux au beurre noir. Et après, comme ça se voyait, dans la tournée de Michel Hebb, qui l'a vraiment réprimandé, il me donnait des coups de tête derrière. Ça se voyait pas. Mais vous savez, à l'époque, j'étais sous contrat. Je n'osais pas, je voulais pas arrêter le duo parce que ça démarrait. Quand vous avez travaillé 20 ans de votre vie pour réussir, on va pas arrêter sur des violences comme ça. J'ai encaissé. Et puis, par contre, un jour, je me suis rebellée quand il m'avait vraiment tapé dessus. Là, je lui ai jeté une valise dans le dos de 20 kilos. Il est tombé par terre. J'en pouvais plus, quoi.
Parce qu'à un moment donné, les violences, ça va. Et là, mais c'est la réalité. Comment c'est parti ça, Sloan? Alors en fait, c'est quoi? Parce que vous commencez en 84, c'est ça? On a commencé en 84. Là, au début, en 83, nous étions ensemble, mais on ne vivait pas ensemble. On n'a jamais vécu ensemble. Ah d'accord, mais quoi? Vous êtes rencontrés en quelle année? On s'est rencontrés en 1983 au studio du Palais des Congrès. C'est ça, d'accord. Et là, quoi? C'est un coup de foudre? Non, il est venu voir, c'est venu plusieurs mois après. Moi, j'étais dans la bande à Basile à l'époque. Ouais. Je partais en gala beaucoup. Et quand je revenais, on se voyait, tout ça. Au début, j'étais pas du tout avec lui. D'accord. Et puis, je le trouvais trop dragueur, donc ça m'intéressait pas. Ouais. Puis, à un moment donné, c'était un beau garçon quand même. Hein. Et puis, un beau brun. Et puis, voilà, j'étais célibataire. Donc, un jour, c'est arrivé. Ouais. Et puis, j'ai eu l'idée, avec nos deux voix, ça collait bien dans les maquettes. Ouais. J'ai dit, tiens, on va faire un duo, ça serait pas mal. Puis le duo est né comme ça, en fait. Ouais. Et donc après, vous étiez en couple, vraiment On vivait pas ensemble, mais on se retrouvait ensemble tout le temps, puisque dans le duo, c'était énormément de galas, de télé, de tout. Et en fait, combien de fois j'étais fâchée après lui, on se fâchait beaucoup, on s'entendait pas vraiment très très bien. Et lui était extrêmement dragueur. Et moi, si je parle à une femme, j'avais droit à une réprimande. Et donc, c'était très compliqué, très complexe. Il a été violent tout de suite? Pas tout de suite, non. Il a été violent au bout d'un an. En fait, dans la tournée de Michel Leb. C'est quoi la première fois? Comment ça s'est... La première fois, il y a eu quoi? La première fois où c'est arrivé, en fait, on était à Nice. On terminait un spectacle de Michel Leb et on avait 2 jours de relâche. Et comme c'était très tendu entre nous, je n'avais pas dit où j'allais pendant les 2 jours. Et donc, je prends ma voiture, je mets en route ma voiture, et là, la portière s'est ouverte, et il m'a donné un grand coup de tête entre les 2 yeux. Et là, j'ai été complètement KO, il est parti. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et évidemment, pendant 2 jours, j'ai les yeux qui ont gonflé, je suis devenue toute noire. Et ça a été la crise. Mais comme il était... je sais pas pourquoi ça lui est monté à la tête, ce duo. Et en fait, lui, il voulait draguer toutes les nanas. Et moi, il fallait que je me taise et surtout que je bouge pas. Parce que quand je parle à une fille, il disait « Oui, t'es en train d'organiser avec un mec ». Mais oui, c'était ça. Parce que Corse italien, il était très jaloux. Il a beau dire, il sait très bien que c'est vrai. Au fond de lui, il le sait, enfin. Voilà. Mais de toute façon, là, il me dit beaucoup de choses, même encore maintenant, très méchantes. Ah ouais. Et en fait... Vous avez encore des relations? Il vous écrit? Non, dans la presse. Moi, je fais de la presse et lui, la presse l'appelle pour répondre. Ouais. Et il raconte des choses tellement fausses. Je pense qu'il est encore, dans le film Star 80, il pense qu'il tourne encore un film. Parce que, parce que raconter des mensonges pareils, c'est carrément un scénario, quoi. Et il est dans ça. Et moi, j'ai dépassé ça depuis longtemps. La preuve avec ce que je suis en train de faire. Vous expliquez d'ailleurs que quand vous tourniez les films, vous parliez plus du tout. Quand on a tourné les 2 films de Star 80, on se parlait qu'en répétition et au tournage. C'est tout. Uniquement. Incroyable. Et quand on a tourné la scène de la gifle, Thomas Langman, il a fait répéter 4 fois la scène et il remettait du maquillage à Peter à chaque fois parce que moi, quand j'y vais. Hein, c'est la comédie. Ah bah oui, je suis comme ça, moi, je suis une guerrière. Hein. Et c'était le scénario. Eh bien, après, il m'a pris à part, il m'a dit, t'as vu, je t'ai bien vengé. Hein. Mais il était au courant, c'est lui qui a écrit dans le scénario la bagarre. Donc je peux pas mentir. Et vous expliquez qu'il ne vous a jamais attaqué en diffamation, par exemple, parce qu'il y a des témoins de la plupart des scènes de violence, c'est ça? J'ai des témoins et à la suite de mes révélations, il n'y a pas eu de bruit du tout. Mais il ne faut pas qu'il y en ait parce que j'ai des témoins. Et s'il y a quoi que ce soit, c'est pas grave, j'irai déposer plainte cette fois-ci. Et puis même s'il y a prescription, j'irai quand même au procès. Mais je pense qu'il a autre chose à faire maintenant. Qui s'occupe de sa famille qui est très belle. Il a une fille qui est magnifique. Il a une petite femme qui est adorable. Qui s'occupe de sa femme et de sa fille et qui me laisse tranquille. Continuer à faire mon métier et mon chemin. Il y a eu une scène... Il paraît que Michel Leb vous a défendu. Oui. Voilà. Michel Leb, oui, parce que Michel est un ami. Oui, moi aussi, je l'adore. Et c'était un ami d'avant, le duo. Et c'est un garçon que j'adore. Et Peter allait trop loin et il l'a réprimandé, oui. Et il lui a dit, si tu lui touches à un cheveu, t'auras affaire à moi.
Parce que j'étais vraiment très mal, hein, quand même. Hein. Pendant 15 jours, j'ai eu les yeux au beurre noir. Quand on est sur scène dans une tournée, c'est un peu dur. Alors après, j'avais des bosses dans la tête. Oh. Bon. Vous n'avez jamais porté plainte? Non, parce que si que ça s'arrête. Vous aviez peur que ça s'arrête? Mais à l'époque, Cyril, à l'époque, c'est pas la même époque. À l'époque, les femmes, elles mentaient. On mentait, c'était pas vrai. Moi, il me faisait passer pour une emmerdeuse, une folle, que j'étais folle amoureuse de lui. Au début, bien sûr. Mais après, quand quelqu'un vous tape dessus, moi, je suis plus amoureuse. Hein. Et quand j'ai arrêté le duo, ça a été le drame. Ah ouais. Mais il faut vous dire aussi, quand j'ai arrêté le duo avec les producteurs en 1986, il faut vous dire quand même qu'il a été 3 mois en maison de repos. Il a fait une dépression nerveuse parce que j'avais tout arrêté. Donc voilà, donc c'est le paradoxe. Sa sœur m'appelait sans arrêt, reprends le duo. Moi, je ne pouvais plus. Non. Vous avez arrêté le duo à cause des violences? Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Oh, on avait une carrière extraordinaire devant nous. Ah oui. Vraiment. Alors c'était donc c'est pour ça que la carrière s'est arrêtée alors. Ben oui. C'est à cause des violences. Oui, mais la vie c'est plus important qu'une carrière. Je m'en suis aperçue après. Mais après, les producteurs m'ont produit un album qui est sorti au Québec, pas en France, parce que le duo était trop marqué. J'ai fait une belle carrière là-bas. J'ai fait une tournée d'1 an avec Herbert Léonard. Formidable. Mon album a marché là-bas. Et quand je suis revenue faire une tournée, on avait le même manager avec Herbert. J'ai fait la tournée sud-ouest de l'époque. Et le producteur de la tournée, ça a été le papa de ma fille. Voilà. Là, par contre, ça a été un coup de foudre extraordinaire qui a duré 17 ans. Ah ouais. Donc là, j'ai vraiment rencontré le bonheur. Ce qui est incroyable dans ce que vous dites, c'est que ce dont vous racontez, c'est que en gros, tout le monde était au courant. Mais oui. Donc comment vous allez porter plainte alors que toutes les personnes autour de vous savent et ne disent déjà rien? Tout le monde était fuyant, tout le monde baissait la tête, personne ne regardait à l'époque, les musiciens, il n'y en a pas un qui me parlait parce qu'il avait monté la tête à tous les musiciens. J'ai souffert comme jamais j'ai souffert en 1985. Je ne souhaite pas à qui que ce soit de souffrir comme j'ai souffert, c'est horrible. Mais il faut s'en remettre. Oui. Bon, après j'ai arrêté le duo, pouf, je suis repartie. Puis voilà. Incroyable. Puis là maintenant il y a un beau bébé, un bel album, un beau clip sur l'amour universel. Ouais. Ça j'y tiens. Parce que mon arrière-grand-père était humaniste. Il m'a tout appris, les valeurs de la compréhension, de la compassion. Et il m'a donné une base extraordinaire sur la vie. Donc c'est important. Quand ça s'est arrêté, vous étiez dans quel état, vous, Sloane? Alors j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai été en dépression nerveuse en 85 en tournée de Michel Hebb. Là, oui. J'étais en grosse dépression nerveuse. Je me suis même retrouvée 48 heures à l'hôpital. Mon cerveau a déconnecté mes fonctions vitales. Il faut savoir que ça existe. Hein. Et donc, on m'a sauvée in extremis. Donc, je suis dure à cuire. Hein. Et puis 86, l'album, le Québec, le bonheur. Herbert Léonard, un ami dans Pour le plaisir, c'est moi qui lui fais les chœurs. Ah ouais, ça, ouais. Voilà, oui. Ah. Et donc le bonheur qui revient, et après la rencontre avec le papa de ma fille, le surbonheur. En fait, vous n'avez pas trop. Enfin, vous êtes tombé en dépression, mais pas après, après le duo au mois de ça. Dans la tournée, oui, exactement, parce que. Voilà. Dans la tournée, je faisais 42 kilos quand même, hein, pour 1m68. Hein, j'étais comme ça. Hein, et j'étais mal et personne ne s'en occupait. Je pleurais tout le temps, personne ne s'en occupait. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était de ma faute. C'est moi qui le draguais, qui courais après lui. Mais dans la tournée, tout le monde savait on avait 2 chambres d'hôtel, mais tout le monde savait qu'il venait toujours me retrouver. Hein. Vous lui en voulez encore aujourd'hui? Surtout ces dénégations, de ne pas reconnaître, c'est encore une douleur pour vous? Ça sera toujours une douleur parce que la violence est une douleur. Je me suis fait soigner, mais la violence est une très grosse douleur à l'intérieur. Par contre, là, je lui demande simplement d'arrêter parce qu'il se fait du mal à lui. Puis à moi, je passe au-dessus, je continue ma vie, je suis dans les tournées, les plateaux. Là, il m'arrive une aventure formidable avec les 40 ans de Besoin de rien vu de toi, nouvelle version, avec une équipe extraordinaire que j'ai autour de moi. Et donc, non, je trouve que c'est malheureux qu'il soit comme ça, je le plains.
Et moi, je lui en veux pas du tout. Quand vous lui demandez d'arrêter, ça se caractérise comment? C'est quoi que vous voulez qu'il arrête, en fait, concrètement, pour qu'on comprenne? Il fait quoi? Qu'il arrête de dire des mensonges dans la presse, à la télé, partout, qu'il reconnaisse. De toute façon, moi, mon ex-mari, il savait très bien que j'étais avec Peter. Ma fille, elle connaît l'histoire de Peter et Sloane. Il n'y a pas à se cacher quand on a été avec quelqu'un, que c'était avant la vie. Donc il ressasse sans arrêt, il raconte des choses. Encore aujourd'hui? Oui, là encore, il y a 3 jours sur Le Parisien. Il raconte que quand on chantait ensemble, il y avait mon mari qui était dans la salle, et puis lui, je lui disais à l'oreille, je t'aime toujours. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Je pense qu'il prépare un film. À mon avis, il prépare un scénario, quelque chose. Et quand on chante, oui, alors il y a une chose que je chantais, effectivement. Nous on s'aime. Ça, oui, je le chantais, c'est dans la chanson. Mais à l'oreille, vous croyez que sur scène, vous avez le temps de dire... Non, mais mon mari dans la salle, mon Dieu. Mon mari, c'était l'homme de ma vie. Ça a été un amour fou. Donc... certainement que, justement, on ne se parlait pas avec Peter personne t'a posé la question toute simple, parce qu'il nie qu'il a été avec toi en couple. Oui. Mais quand on a passé 3 ans avec quelqu'un, on a des photos, on a des souvenirs communs, on a... Pourquoi tu ne fermes pas son bec en montrant simplement des photos de vous deux dans l'intimité ou chez vous ou quoi que ce soit? Les photos de nous deux, on n'en avait pas trop. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Je sais, mais quand même... Des moments ensemble, ils en avaient forcément, ils travaillaient ensemble. Attends, mais pour étayer ce que dit Laurent, vous êtes très belle et vous étiez déjà très belle. Pourquoi il ne le dit pas à l'époque? Il était marié, lui? Non. Pourquoi il n'assume pas d'être avec vous? Je sais qu'il était marié. Il est violent, je ne sais pas. C'est un peu une énigme. Il fait un paquet. Je ne sais pas pourquoi il nie maintenant. À l'époque, il savait très bien. Tout le monde savait qu'on était ensemble. Mais vous savez, alors maintenant, les langues se délient. Mais quand je leur demande de venir témoigner, il n'y en a pas un qui veut venir. Et de toute façon, c'est sa parole, c'est sûr, contre la mienne. Mais moi, je ne peux pas inventer ça. Et il fait quoi, Peter, maintenant? Il habite dans le sud. Tu gagnes encore beaucoup d'argent avec le titre, d'ailleurs. Je vis avec le titre parce que j'ai tous les gars-là. Un SMIC tous les mois, globalement, de droits d'auteur. Ah non, il n'y a pas tant de droits d'auteur que ça. Bon Si j'ai que ça, je ne peux pas vivre. 1400 €, c'est ça? Par an, ça me fait 10 000 € par an. Ça suffit pas. C'est pas beaucoup. Parce qu'il y a les éditeurs, il y a l'arrangeur, il y a beaucoup qui prennent dessus. Et lui, donc? Lui, quand il a su que c'était une phase B que j'avais faite, il a demandé à co-signer le texte, sans rien avoir écrit. Donc il a la moitié des paroles, et Marie Casanova, ma petite Marie qui est partie, qui est là-haut, peut pas le dire, et les producteurs sont partis aussi, et Bernard Essardi aussi. Donc en fait, il a co-signé, mais il a le droit. Moi j'avais ma musique, j'ai gardé ma musique, elle est à moi. C'est mon bébé. Et à l'époque, j'avais fait la musique et monté un groupe qui s'appelait les Mini-Stars, Danse autour de la Terre. Et j'étais à 900 000 ventes. À l'époque, j'avais écrit ça pour la bande à Basile, ils n'en ont pas voulu. J'ai dit, je vais monter ma mini-bande. Et pas Fabien Lecoeuf dedans? Il va arriver là, dans un instant, oui. Non, mais il s'en souvient. Comment vous pouvez le laisser se créditer de la moitié des paroles s'il ne les a pas écrites, vu tout le contexte entre vous? C'est les producteurs et les éditeurs qui ont accepté, c'est pas moi. Vous n'êtes pas opposé à ça? Je peux pas. J'avais pas le droit. Ma musique, elle était intégrale pour moi. La parolière, elle peut faire ce qu'elle veut, diviser en 4 ses paroles si elle veut. Moi, si j'avais voulu donner la moitié de ma musique à quelqu'un, je D'ailleurs, on va faire rentrer Fabien Lecoeuf, parce qu'il y a une people dans un instant comme ça. Peut-être qu'il a des infos aussi sur cette histoire. Mais évidemment. Forcément. Tout à fait. Il arrive. C'est le temps d'arriver. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le temps d'arriver. Il y a la montée. Allez-y, montez, va C'est une petite patte. Regardez-le. Voilà. Ça va pas bien. Tu vois, un kilo de muscle. Comment il va? Ça me fait plaisir de vous voir. Non, mais justement, vous voulez débriefer Edouard Chantal, cette histoire. Oui, non, mais l'essentiel. Comment vous l'avez appelé? Pardon?
Chantal. Oui, Chantal. oui, c'est mon vrai prénom. C'est son vrai prénom. Ouais, Je la connais depuis 40 ans. Ah ouais. Parce que ce qu'elle oublie de vous dire, Donc, avec depuis sa... 84. Alors avant, t'as raison, tu calcules mieux que moi. Alors c'est vrai que je la connais depuis les années 77, 78. Oui, c'est ça. Et en fait, avec sa sœur Pascal, ils étaient 2 choristes avant de chanter. Oui. Donc tous les tubes des années fin 70, début 80. Elle les a tous pratiquement accompagnés, des énormes succès. C'est la voix de Chantal et de Pascal, sa sœur. Ouais. Je l'ai connue à ce moment-là. Les Pour sœurs Sardou, Richard. Les sœurs Richard pour Sardou, pour Julien Clerc, pour Karen Cheryl, pour Hervé Dalida, Villard, Dalida. Jodassin, Elle était Lenormand. derrière tous ces artistes-là. Elle faisait tous les chœurs de ces artistes. Donc ça, c'est déjà, elle oublie d'en parler, mais c'est une énorme carrière. Et puis indispensable pour un artiste. Mais surtout, ce qu'il faut raconter, puisqu'on a célébré cette semaine les 40 ans du Top 50, qui est né le 84. En 84, le 4 novembre, le 4 novembre 84, eh bien, le premier numéro 1 du Top 50, c'était Peter et Sloan. Non, ah ouais, c'est vrai. Ils sont restés à peu près 14 semaines. 14 semaines. Premier. Numéro 1. Mais pourquoi on avait créé le Top 50 ? Parce qu'à l'époque, avant 1984, il y avait ce qu'on appelait le hit parade. Et les hit parades, alors il y avait sur André Torrent sur RTL, il y avait Jean-Loup Lafont sur Europe 1 et tant d'autres. Et en fait, chaque radio, chaque maison de disques influençait pour avoir un numéro 1. Mais ce n'était pas vraiment les ventes. Donc, et puis ils en avaient marre, certaines personnes du métier, l'intelligentsia, on avait marre que ce soit des combines. Et donc on a dit, on va faire maintenant un classement sur les ventes de disques. Donc on a donné les vraies ventes. Mais quand Peter et Sloan est arrivé en tête, ça ne les changeait pas de l'Aventura ou de la Danse des Canards. C'était des chansons populaires. Populaires pour certains producteurs de l'époque, c'est un gros mot. Oui. Et alors là, ils étaient désespérés. Tous ceux qui avaient créé le Top 50, ils ne savaient plus comment faire. Parce qu'en fait, comme c'était sur les ventes de disques, ben, c'est-à-dire qu'ils avaient vendu 2 millions, ils étaient pendant 14 semaines numéro 1. C'est du jamais vu. 47 000 ventes jour. C'est énorme. Alors, ils ont fini à 2 millions. Et ça, je me rappelle de la rage de ce métier qui disait on a fait le Top 50 pour avoir des gens de qualité numéro 1, mais pas des trucs trop populaires. Alors, justement, je voudrais qu'on parle de l'affaire, parce que Peter et Sloan, parce qu'on va avoir la vidéo de Peter qui était chez Jordan Deluxe et qui contexte formellement ce que dit Sloan, Chantal. Regardez. Vous n'avez jamais été ensemble? Non, D'accord. jamais. Mais c'est fou qu'elle dise que vous avez été ensemble. Mais c'est son problème. Elle a rêvé. Elle a rêvé. Donc Peter et Sloan n'ont jamais été ensemble. Mais plein de gens le savent. Mon entourage, le public, je n'y peux rien. Je ne vais pas faire une émission de télé en disant je n'ai pas été avec cette fille-là. Non, non. Non, mais c'est que le plus incroyable, c'est qu'elle dit que vous avez été ensemble. Mais oui, mais elle. Et qu'elle se... Mais vous savez que c'est une très grande monteuse. Tout le monde le sait. Demandez aux artistes des années 80, vous verrez dans le bus ce qui se passait et vous saurez que c'est une très grande monteuse. Voilà, et non brouilleuse surtout. Oh là, Alors, Sloan, je voulais vraiment vous la montrer maintenant avec Fabien Lecoeuvre à côté. Parce que mais moi, je la croisais tout le temps sur les plateaux de télé. Mais même dans la rue, en face de la rue Molitor, t'avais vu à un moment donné. Mais je vous voyais, vous mettiez les affaires dans la rue, vous étiez ensemble. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que vous étiez ensemble. Oui, je pense qu'avec Roche... T'es l'expert, toi. Non, mais vous pensez ou vous savez? Ben, moi, je les ai toujours vus. Je pense qu'ils étaient ensemble. Enfin, je vais pas poser la question à l'époque. Sa maman n'est plus là. Vous embrassiez sur la bouche. Que je me marie avec lui. Et, on était bien. Alors, je vais pas vous dire que je vais vous dessiner son service 3 pièces. Il faudrait une feuille s'il s'agissait de Fabien Lecoeuvre. Il y aurait un format. Je vais pas vous raconter ce qu'il disait dans L'amour, qu'il doit dire à sa femme. Pareil. Je vais pas commencer à entamer des polémiques comme ça. Et alors, comment je me suis retrouvée enceinte? Alors, il s'appelle Joseph et je m'appelle Marie. Et c'est donc par l'opération du Saint-Esprit que je suis tombée enceinte. Vous êtes tombée enceinte, oui? Oui, je suis tombée enceinte dans la tournée. Et le bébé n'a pas tenu. Et j'ai donc fait une fausse couche et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et enceinte de Peter? Et de toute façon, j'avais même pas le droit de parler à une femme. Bon, non, mais il s'appelle Joseph. Il dit pas du tout, c'est incroyable parce que quand on le voit. Non, mais c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Mais j'ai ma maman qui est avec moi, qui a 95 ans. Il venait à la maison, on dormait dans la même chambre, ma maman pourrait témoigner, mais je ne vais pas la déranger à 95 ans, même si elle a toute sa tête et tout. Mais c'est aberrant de dire... Mais en plus, ça gêne en quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Dormir dans le même lit, c'est pas forcément être ensemble. Ah bah oui, bah lui... Pas bien. Non, parce que je pense que ça m'est arrivé de dormir dans le même lit, il n'y avait pas 2 chambres, il ne s'est rien passé. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Fabien?
Non. 2 ans. Pas bien. Pendant 2 ans. C'est pour discréditer les violences. Pour discréditer le reste de l'histoire. Oui, mais c'est parce qu'il avait honte, en fait, de ce qu'il a fait. Bon, c'est une période comme ça. Moi, je dis pas qu'il est comme ça maintenant. Mais mais ce que je comprends pas, c'est qu'il sait très bien que c'est vrai. C'est vrai, il le sait, il dort tous les jours avec. Comment ça s'est fait la première fois, d'ailleurs? Non, mais c'est vrai. Ah, je vais vous raconter. C'était quelque chose. Là, je me suis trouvée très, très bête derrière. Au bout de quelques mois où dans la bande à Basile, on faisait 150 galas par an. Hein, donc j'étais tout le temps partie. Et je le voyais entre. Et il m'avait dit, on va aller dîner avec des amis. Je t'invite à dîner. On n'était pas encore ensemble. J'ai dit, OK, super, on va aller dîner. Bon. On est partant, c'est sympa, on va dîner. Vous aviez eu un petit crush déjà ou pas? Je l'aimais bien, là, je commençais à... Ouais, voilà. Lui aussi. Lui aussi. Il te voyait faire la chenille. Il venait en gala. Il venait en gala pour nous voir dans la bande à Basile. Oui, la bande à Basile, je la fais toujours sur scène. C'est des tubes énormes. La chenille. Hein. La chenille, c'est 1 million de 45 toiles. Là, pour l'instant, la limace dans le slip. Et donc, l'addition arrive. Et je pensais, il m'a dit, je t'invite. Je pensais qu'il allait payer. Ben non, il m'a donné ma part à payer. Non, mais c'est quoi ça? Et là, j'ai été surprise. Et là, ça m'a étonnée. Et d'avoir après ça été quand même avec lui, je me dis, t'aurais jamais dû, parce que là, t'aurais pas dû y mettre les pieds dans ce truc-là. On t'invite et t'es obligé de payer ta part. Et ça, c'est Jean-Pierre. Et donc, comment ça s'est fait le premier jour? Comment vous êtes... Je crois que c'est ce soir-là, après dîner, c'est pour ça que je m'en veux, parce que finalement, je me dis, après tout, je gagne bien ma vie dans la bande à Basile, c'est pas grave. Et donc, ce soir-là, et puis le soir, j'ai conclu le soir chez lui. Non, ah ouais, il vous a invité à la maison? Dans son appartement, oui. Il vous a dit, venez, viens boire un dernier verre? Non, mais il boit pas. Et moi, je ne buvais pas. De toute façon, j'étais semi-marathonienne à l'époque. D'accord, ouais. Et donc, je faisais beaucoup de sport, et donc c'était les jus de fruits, de l'eau. D'accord. Et il m'a dit, viens, on va aller boire une tisane, parce que lui, il est très tisane. Voilà, ça y est, camarade. Elle est malin. C'est moi qui paye. Hein. On va aller boire une tisane à la maison. Oui, mais j'aimais les tisanes, donc moi, ça tombait très, très bien. Bien sûr. Et c'était une bonne tisane que j'ai bu, oui. Mais vous étiez célibataires tous les deux, non? Oui. Ah, à ce moment-là, vous aviez lâché vos partenaires? Moi, je travaillais trop, j'avais pas de partenaire. Donc, à l'époque, non. Je pensais la bande à Basile, c'était génial, c'était tous mes amis. La chenille, etc. Ah, la chenille, les chansons françaises, chanter français. J'ai remonté la bande, là. Et il avait une belle chenille, Peter? Il veut me faire dire... Non, parce que là, je vais peut-être me prendre un procès. Pour diffamation. Je vais poser une dernière question à la con. Ça fait 3 fois que tu nous dis, j'avais même pas le droit de parler à une femme. Oui. Oui. Alors, la première fois, je me dis, j'ai mal compris, je pensais qu'il était jaloux des femmes. Deuxième fois, tu dis une femme, tu dis pas. Ce qu'on dirait dans l'absolu, c'est j'avais même pas le droit de parler à un homme ou à un mec qui passait. Ah non, si je parlais à une femme, les hommes, c'est bizarroïde quand même comme truc. Non, mais qu'il pensait qu'elle complotait avec les femmes pour voir des hommes. Il pensait que je complotais avec des femmes pour après aller voir des hommes. C'était ça. À ce point-là, quoi. C'est ça, j'ai bien compris. Mais non, mais c'était pour ça, c'est vrai. Tu me diras que Gainsbourg faisait pareil avec Bambou, elle n'avait pas le droit de parler non plus à d'autres hommes, etc. Mais en fait, il était hyper jaloux. Il était d'une jalousie féroce. Alors, possessif à votre rencontre. Possessif. Ouais. Mais alors pourquoi maintenant il vient dire qu'il était possessif? Pourquoi alors? La possessivité qu'il avait, il y a des milliers de témoins. Donc. Et sinon vous avez le même coiffeur? Non. Non. Non, mais Chalençon et toi. Chalençon. Non, mais en fait. Chill. Vas-y, viens me bourrer si tu veux. Gilles, t'es en face de moi. Bataille Fontaine, la faut arrêter un moment. Non, mais c'est parce que j'ai du sang irlandais dans les veines et du côté de maman. Et maman, on s'est renseigné et il y a des Vikings très loin. C'est ça. Et en fait, voilà. Ça vous va très bien. Merci. C'est ma force. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Merci. On se retrouve dans un instant avec les grandes gueules qui arrivent et bien sûr les Une People avec Fabien. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Merci.
Merci d'être là, les chéris. C'est dimanche, c'est face à... Dans un instant, on aura deux personnes que j'aime beaucoup. Marshall et Truchot qui seront avec nous. Les chéris, les grandes gueules. Je suis très content de les voir pour les 20 ans des grandes gueules. Les GG seront avec nous dans un instant. Ils donnent peu d'interviews, donc ça fait plaisir de les voir. Et j'ai envie de les connaître un petit peu mieux, comme Valérie Benaïm a envie de connaître un petit peu mieux Olivier D'Artigol, qui est avec moi à mes côtés sur Europe 1, bien entendu, tous les jours de 16h à 18h. Et dès qu'il part à 18h, il pense à Valérie et il se met tout nu devant Touche pas bon. Merci, je l'embrasse. Bienvenue au club. Merci. Comme vous. Merci, Fabien Lecoeuf, bien sûr. Bonsoir. Quand Fabien Lecoeuf se met tout nu, par contre, c'est une autre paire de manches. Une autre paire de couilles. Je peux vous dire, on croit toujours qu'il prend sa douche parce qu'il y a le tuyau qui pend. Mais ça m'est arrivé. Merci. Oh, l'image. Ça m'est arrivé de vivre tout nu pendant 15 jours, 3 On semaines. n'a pas envie de le savoir. Merci. Merci. Qui a fait du naturisme? Gilles Verdun. Oui, à haut niveau, presque professionnel. T'étais 3e étoile de naturisme. Oui, dans les calanques de Marseille notamment. Je crois que c'était Sormiou le nom de la calanque. Et à Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. Vous avez dû croiser mes parents. naturiste. Vous avez dû croiser ses parents. Bonne nouvelle. Oui. C'est bien possible. Valérie Benaïm, vous avez déjà fait du naturisme? Non. Si vous voulez, on peut en faire ensemble. Avec Portugal. Marjolaine, vous avez déjà fait du naturisme? J'en ai jamais fait, mais je pense qu'il met un jean trop serré, c'est pour ça que ça fait ça. Non, mais c'est vrai, c'est assez perturbant en fait. C'est vrai que c'est dingue. Hein. C'est bon, Moi, on je va pas faire l'émission là-dessus. Et je vais vous dire, ça vous va très bien. Merci. Vous avez déjà fait du naturisme, Polska? Pas trop, parce qu'en fait, je suis effrayée des sgeeks de vieux monsieur blanc. Parce que ça me fait penser à la charcuterie, en fait. Quoi? Oui, ça me fait penser à la charcuterie et ça m'effraie. Non, mais vraiment. Enfin, je suis désolée, hein. C'est pas contre toi ou contre toi ou contre toi. Mais voilà. Non mais c'est compliqué, elle a un peu raison, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Non, mais elle pense elle est saucisse cocktail, quoi. Voilà, j'ai bien compris. Merci. Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin d'expliquer. Merci. L'autre, il va me dire c'est compliqué, il n'y a rien de compliqué. Pour les mecs, c'est plus compliqué que les filles. D'accord, pour tout le monde, c'est plus compliqué. Parce que quand vous marchez, ça... Ah oui, ne dites pas n'importe quoi, vous n'avez pas le soupirail qui... Avec ça, il n'y a rien qui bouge. Hein. Merci, calmez-vous. Calmez-vous. Allez, Sylvie Vartan met fin à sa carrière. Oui, je l'ai vu hier soir d'ailleurs. Non, Sylvie Sylvie Vartan, vous l'avez vu? Oui, je suis allé au Palais des Sports hier soir, au Dôme de Paris. Ah, vous l'avez vu? Parce qu'elle fait ses 3 jours, elle fait ses adieux. Elle vous a vu, elle? Ben oui, après, à l'issue, il y avait un cocktail à l'issue, bien sûr, je suis allé embrasser Sylvie. Non, il y avait Étienne Dao qui l'a rejoint sur scène et qui vient chanter. Il n'était pas en week-end à Rome, lui? Non, il est venu sur scène. Sardou a refusé de la rejoindre, ils avaient fait un gros tube aussi, évidemment. Mais elle revisite toute sa carrière, tous ses tubes. Et en fait, l'histoire, c'est que Michel, il n'a pas pu venir chanter avec elle, Michel Sardou, que j'embrasse. Ouais, il n'a pas pu venir, et on l'attendait évidemment, parce qu'ils avaient fait durant l'été 83 un énorme hit ensemble, la première fois qu'on s'aimera. Et c'est un gros hit. Elle est de quelle année, Sylvie Vartan? Sylvie Vartan, elle est 1944. Elle a eu 80 ans, là, au mois d'août cette année. C'est vrai, parce que Michel Sardou, incroyable. Je sais pourquoi. Michel Sardou, il chante que avec des femmes des années 80. Non, mais ils sont très amis en plus. Hein, je sais, ouais. Mais non, c'était beau, hein, parce qu'il y a toutes les chansons de... bien sûr. La Maritza, la plus belle pour aller danser, enfin tout y est. L'amour, c'est. Vous avez connu Johnny et Sylvie, vous, quand ils étaient Alors ensemble? oui, et alors tenez-vous bien, parce que Sylvie m'avait raconté l'histoire, pas hier soir, hein, mais elle m'avait déjà raconté l'histoire plus avant. Quand ils ont enregistré J'ai un problème, le fameux duo qui s'est vendu durant l'été 73 à plus d'1 million d'exemplaires en France. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. Je t'aime, exactement. Et alors au départ, vous la aussi, chanson... vous avez un problème. Hein Pas vraiment. Et en fait, et alors ce qui est drôle, c'est qu'au départ, la chanson qu'on leur a proposée, c'était un tango. Non, ah ouais? Donc ils ne voulaient pas la chanter. Ouais. Et puis Jean Renard, le producteur de l'époque, a dit... Jean Renard? Jean Renard. Ouais. Bien sûr. Foxy, on l'appelait. Qu'est-ce qu'il entend? Jean Renard, quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il entend, Jean Renard? Le renard et la belette? Et alors, Jean Renard a dit si, ça va être un tube, chantez-la, chantez-la. Seulement, ils avaient tellement de fou rire, tous les deux, Johnny et Sylvie, dans la cabine pour enregistrer et s'envoyer les paroles. Ils ont dû les enregistrer séparément. Donc Sylvie est allée faire les brocantes à Covent Garden, à Londres, et pendant que Johnny enregistrait sa partition... Donc Jean Renard a fait les paroles? C'est Jean Renard et... Oui, Patrick Corbeau, non? Non. Mais c'est une chanson qui c'est un énorme succès, énorme tube. Mais ils ont dû enregistrer séparément tellement ils rigolaient de cette histoire de tango au départ et les paroles je t'aime, tu m'aimes et je crois bien que et ça les faisait rire finalement. Très bien, parce que leur couple était aussi un peu chaotique à ce moment-là. Ah ouais. Ah oui. Pourquoi? Il était parti avec Nadette Workman à l'époque. Qui?
Nanette Workman. C'est une grande chanteuse Ça, canadienne. qui a inventé le Walkman. Voilà. Il était parti avec elle. Il y a eu une interruption. Ah ouais, elle était en auto-reverse. C'est un peu ça. Mais franchement. C'était pendant le Johnny Circus, Quoi, 72. Ah ouais, il est parti avec Nanette Walkman. Oui, ils avaient une histoire, en tout cas une belle histoire. Ouais. Ah ouais, qui est il connue, était hein. plutôt baladeur. Merci. Merci. Quoi, et elle le savait, Sylvie, qui était partie Oui, bien sûr, ça faisait toute la presse à l'époque. Donc ils avaient mis un peu en stand-by leur histoire d'amour. Ça peut arriver, vous savez, des fois on dit on va arrêter un peu l'histoire, puis on reprendra après. C'est ce que vous avez déjà fait, vous? Je crois pas, non. Je réfléchis, mais non, j'ai jamais mis... Vous êtes avec quelqu'un, vous, là, en ce moment, il paraît? Depuis juin, on m'a dit. Depuis le mois de juin, oui, il paraît, ouais. Il paraît. Non. Quoi, il paraît, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Vous me l'avez pas présenté, hein, cette fois-ci. Non, ouais, mais j'aurais pu. Ouais. Alors, ça se passe bien? Ça se passe. Je dis pas qui c'est. Je ne dirai pas qui c'est. D'accord. Non, ça se passe bien. Elle est connue. Il est heureux, Elle est connue, mais je ne dirai pas qui c'est. Non, mais c'est une belle personne. Très belle personne. Elle est connue, mais je ne dirai pas qui c'est. C'est une très belle personne. Je ne dirai pas qui c'est. C'est qui, Cyril? Je ne dirais pas qui c'est. Franchement, mais vous la connaissez, Cyril? C'est mon amie, oui, je la connais. Je la connais, elle est très belle. Et tout le monde la connaît ici? Joséphine. Ange gardien. Non, Non. Non, c'est une très belle personne. Donc, ça, mais je peux pas dire qui c'est. Alors, oui, d'autres choses. La chanteuse Adèle, malheureusement, elle devient sourde. Oui, parce qu'elle a plongé dans une piscine, en fait, en Allemagne, à Berlin, lors d'un concert, et elle a pris une bactérie aquatique qui lui est rentrée dans l'oreille. C'est relou, ça. Ça arrive, ça arrive. Et donc, depuis, elle entend mal d'une oreille. Alors, elle suit des traitements et tout ça pour essayer de doubler la membrane, relou, ça, etc. Et c'est très compliqué. Mais elle est tellement heureuse parce qu'elle a des projets, vous savez, avec Céline Dion. Oui, mais ça n'empêche pas d'être sourde d'une oreille, c'est un peu relou quand même. Oui, mais je pense qu'avec des harmoniteurs, peut-être qu'ils vont réussir quand même à la... Avec des harmonicas? Non, des harmoniteurs, vous savez, c'est les chanteurs. Les chanteurs chantent avec des oreillettes, en fait, pour entendre la musique dans l'oreille. Elle est sourde. Et donc, ils vont lui régler pour qu'elle entende. C'est bon, j'entends mieux. Merci. Non, parce qu'elle a le projet d'être sur scène en novembre et décembre à Las Vegas. Ils vont faire une alternance avec Céline Dion. Un week-end, ce sera Céline, un week-end, ce sera Adèle, probablement. Ça, c'est un beau projet. Hein. C'est terrible, ça. Et ils vont lui doubler la membrane. Vous avez des nouvelles de Céline Dion, d'ailleurs? Oui. Pas cette semaine-là. Non. Le bureau canadien. J'en ai eu. Pardon? Le bureau canadien, vous l'avez pas eu? Je l'ai pas eu, non. Je les ai pas appelés. Tu branles alors, t'as pas eu le bureau canadien? Non, je les ai pas toutes les semaines non plus. Mais je vais les appeler peut-être. Madonna, on a des nouvelles de Madonna parce que vous l'aviez ramenée en voiture. Ah non, mais ça c'est quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu une histoire avec Madonna. Non, je sais. Je n'étais pas assez riche. Même quand elle était Like a Virgin? Non, avant. Moi, je l'ai connue en 79. Elle était choriste à l'époque. Elle habitait Lille, à l'hôtel des Deux Gares. Lille? À Lille, en France, à Lille. Quoi, Yalil, Khabibi Yalil? Non, elle habitait à Lille. Ah ouais? Oui, parce que Lille, c'est une plateforme à l'époque du disco, parce qu'elle enregistrait des disques, elle enregistrait à Bruxelles, à Londres, Amsterdam, Paris, Berlin, là où est né le disco. Donc elle habitait là parce qu'elle a doublé un peu comme Sloan, Chantal Richard, elle a doublé énormément de chanteurs. Elle a fait des tierces de voix pour tous les discos. Vous la connaissez alors, Madonna? Oui, parce qu'elle venait faire aussi sur les disques de Karen Cheryl à l'époque, ou sur Patrick Hernandez, elle faisait aussi des chœurs. Elle s'appelait Louise, on ne l'appelait pas Madonna à l'époque. Personne n'aurait misé 10 balles sur elle. Louise Chicone. Elle vivait avec une autre fille, je ne sais plus comment elle s'appelait, sa copine. Monica, je crois. Monica Bellucci? Non. Et alors souvent, quand on faisait les émissions avec Daniel Gilbert à la Maison de la Radio, avec mon Austin, le producteur Jean Vanlot, il me demandait de ramener les choristes Gare du Nord parce qu'elle habitait à Lille. Jean Vanlot. Ils n'ont pas l'électricité aussi? C'est leur nom. Et alors, elle faisait du babysitting. D'ailleurs, chez un autre coproducteur de disques, elle vivait rue de Courcelles à Paris. Donc des fois, j'ai déposé rue de Courcelles chez elle ou à la Bastille. Elle m'adorait parce qu'on parlait beaucoup de cul ensemble. Ah oui? Avec Madonna, quand dans la voiture, quand vous la rameniez? Ouais, quand je la ramenais, c'était long. Maison de la Radio, Gare du Nord. Dans un sac. C'est là qu'elle vous a dit, je me sens comme une vierge touchée pour la première fois, like a touch for the very first time. Joli. Non, elle avait un sac sur les genoux d'une grande marque. Elle avait toute sa vie dans le sac. Ça m'impressionnait. Elle avait. Elle vous a jamais mis dans le sac? Non mais elle avait toute sa vie. Elle avait le maquillage, les culottes du lendemain, les jeans du surlendemain, tout ça. Elle avait 3-4 trousseaux de clés chez des copains avec qui elle pouvait aller dormir.
Ouais. Ça m'impressionnait toujours. Et moi, je lui faisais penser à De Funès, parce qu'elle connaît tous les films de Funès. Ah ouais, comme Madonna, c'est vrai. Ouais, elle a trouvé que je parlais comme De Funès. Et là, elle a vos petits copains, alors c'est ça l'info. Oui, bah oui. Comment il s'appelle? Non, j'ai pas le nom, parce qu'il y en a eu, vous savez. Ah bon, j'ai pas le dernier. J'ai pas le dernier. Elle a un nouveau petit copain, Madonna. Oui, oui. Mais il a combien d'âge? Je crois qu'il a 27 ans. Non, 27 ans d'âge. Ouais. Mais ils ont un écart important. Hein. Elle a quel âge, Madonna? Elle a 66, 67, Madonna. Ouais, c'est un bel écart déjà. Hein. Ah, donc ils ont 40 ans. Elle est heureuse, mais c'est vraiment une fille bien. Elle est sympa. Ah ouais, c'est vraiment une fille bien. Elle vous reconnaîtrait là si elle vous. Ouais, je pense, ouais, bien sûr, je pense que. Ah, vous n'avez pas trop grandi. Elle dirait t'as grandi. Non, mais c'est vraiment une belle personne. Vous étiez dans quelle voiture, vous? Une Mini? Une Austin, ouais. Ah bah ouais, pour lui, une Mini, c'est une caravane. Il tombe quand il descend. Ah non, parce que... Arrêtez d'embêter. Non, mais elle faisait du babysitting des fois. Alors des fois, je la ramenais pas à Gare du Nord, elle rentrait pas et elle gardait les enfants d'un petit qui s'appelle Jean-Claude Pellerin qui habitait rue de Courcelles. Ah mais je peux vous dire toute l'histoire, je connais bien l'histoire. Des noms qui existent. Et souvent elle m'autorise quand il y a des quand il y a des émissions consacrées à elle, quand il y a des sorties d'albums, souvent je suis un des rares autorisés par son bureau à parler d'elle. C'est qui la plus grande star que vous avez rencontrée juste pour après on va pas. David Bowie au téléphone. David Bowie. Ouais, qui m'a raconté. Au téléphone. Ouais, parce qu'il vous savez que c'est lui. Mais parce que je préparais un livret pour Michel Polnareff où toutes les stars racontaient Michel Polnareff. Il y avait David Bowie. Alors un jour il m'a appelé à 19h pile. Très bien. Français, en tout cas, on comprend tout. David Bowie? Ouais, absolument. Mais il a eu une femme française aussi. Et alors, ils ont partagé la même femme avec David Bowie et Polnareff, à un moment donné. Mais comment ça, vous partagez la même femme? Ah, mais à un moment, ils ont eu la même femme. Je crois avec peut-être 15 jours d'intervalle, un truc comme ça. Vous êtes sûr que c'était pas avec Gilles Verdez, plutôt? Non, je crois pas, non. Non, son adresse était connue mais par les chanteurs, mais... Qu'est-ce que vous racontez, là? Et l'autre, il balance un scud comme ça. Et puis, il m'a raconté un peu Polnareff, ce qu'il pensait lui, que c'était le plus grand musicien, c'était un génie, tout ça, machin. Donc, c'était impressionnant d'avoir Bowie au téléphone, qui est la plus grande légende, une des plus grandes légendes. Ah ouais, David Bowie, c'est la plus grande star. Ouais. Ah ouais, c'est une légende, c'est plus qu'une star, là. C'est dans un cran. Madonna, je trouve. Madonna, c'est magique. Madonna, c'est plus connu que David Bowie, excusez-moi. Ça dépend à qui tu parles, en fait. Ah oui, bien sûr. Mais David Bowie. Non, vous n'avez pas connu plus? Jackson. Qui, Jackson? Dans la loge au Parc des Princes. Germaine? Non, Michael Jackson. Ah, je croyais Germaine, sa sœur. Non. Germaine, je l'ai connu parce qu'il a fait un duo. Moi aussi, il est venu ici, Germaine. Ah ouais, c'est un mec. Et Michael Jackson, vous l'avez connu? Ouais, dans la loge du Parc des Princes. Et il a dû se dire Aouh. Tu l'as vu le paquet, le gars? Elle m'a fait il faut prendre les deux mains. Aouh. Non, mais c'est vrai. Michael Jackson, tu vois, et là, il a vu ça, il s'est transformé en thriller. Ah ouais, alors ça, il a dit, c'est pas possible. Il a des aliens dans le slip. Moins dur en marche arrière. Mais la première fois, c'est là qu'il a inventé le moonwalk. Il s'est dit, toi, à mon avis, avec le poids, tu devrais marcher en moonwalk parce que c'est mieux, tu vois. Ah, mais c'est vrai. Parce que forcément, ça fait un poids là-dedans, c'est pas bon. La première fois que j'ai vu Michael Jackson. Ouais, il a fait waouh, Billy. Non, j'étais bloqué dans la rue qui est sur le côté de l'hôtel Crillon où il descendait, Michael Jackson. Qui est Michael Jackson? Oui, il descendait toujours. Il marchait normalement ou en moonwalk? Il marchait normalement, il avait été s'acheter des jouets au Nain Bleu, le magasin. Quoi? Au Nain Bleu. Oui, grand magasin. J'ai un grand. Le Nain Bleu, c'est votre famille? Non. Tout le monde connaît. Il y avait un magasin de jouets très réputé à Paris depuis un siècle. Ça s'appelle le Nain Bleu. Ça n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Et donc c'est derrière l'hôtel Crillon. Et donc il avait été chercher des jouets. De quoi? Michael Jackson, donc il est allé chercher des jouets. Il a acheté des jouets à pied. Il a pris la rue sur le côté du Crillon. Là où il y a le Bouddha Bar d'ailleurs. C'est juste derrière. Il est allé s'acheter. Il est revenu. Toute la rue était barrée. Parce qu'il y avait à peu près 600 personnes devant l'hôtel qui voulaient le voir. C'était monstrueux. Et vous étiez où? Moi, j'étais dans ma voiture. Ah, vous n'étiez pas vendeur au Nain Bleu? Avec Madonna. Non, j'étais dans ma voiture. Tout le monde était bloqué depuis 40 minutes. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait 600 personnes devant. C'était un bordel. Le service d'ordre s'en sortait pas. Et on voit arriver. C'est la première fois que je l'ai vu, en fait, avant la loge. Comment vous l'imitez, Michael? Et alors, d'un seul coup, Jackson marchait sur le trottoir comme ça, avec son masque. Il avait des paquets sous les bras, puis d'autres qui portaient d'autres sacs, des gardes du corps. Il est passé très près de moi, en fait, à ce moment-là, et il avait une silhouette très fragile. Vous savez, c'est-à-dire qu'il était, on aurait dit un gamin peut-être de 16, 17, 18 ans. C'est ça qui était, c'était vraiment un... Et moi, c'est ce qui m'a impressionné quand on l'a vraiment à côté de soi. Et vous l'avez parlé? Non, on ne pouvait même pas approcher. Il y avait, vous lui avez parlé, en fait, vous l'avez juste dans la loge du parc. Après, il a parlé. Vous lui avez dit quoi? Je l'ai félicité pour ce show, parce que vous savez qu'à un moment donné, quand il baisse le chapeau, il part en moonwalk derrière.
Et après, il envoie le chapeau comme ça dans la salle. Bon, le mec qui récupère le chapeau, faut qu'il se casse. Hein, parce qu'il a, il a 50 personnes qui lui tombent dessus. Ils veulent arracher le chapeau. Bah, je sais, Geneviève de Fontenay, c'est la même. Tout le monde se pareil. Elle n'est pas foule non plus. Hein. J'embrasse Geneviève, d'où elle nous regarde. Tu sais que je l'aime, Geneviève, hein, bien entendu. Oui. Donc, non, mais ça m'a tout impressionné. C'est la silhouette qu'il était. Ah ouais. On aurait dit, alors que c'était un homme déjà d'une cinquantaine d'années. Mais on aurait dit un gamin de 16, 18 ans. Très fin, très la silhouette, très dessinée, le profil, très Peter Pan. Et en star française, c'est qui un peu en ça vous avez rencontré tout le monde? Bah, Johnny, Sardou, évidemment. Johnny, vous l'avez rencontré où? Johnny, la première fois, c'est Gilles Paquet qui me l'a présenté avec c'est un collègue à vous. C'est pas possible. C'est un Arrête. C'est un collègue à vous, Gilles Paquet, non? C'était un... Vous êtes le noble de la famille, Gilles Gros Paquet. Non, mais c'était... Il me l'avait présenté dans les coulisses de la Maison de la Radio. Parce qu'à l'époque, j'étais attaché de presse pour Walt Disney Productions. Je m'occupais de Douchka, entre autres, à l'époque. Ah oui, Douchka, j'adore. 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Exactement. Pour la danse, on garde la cadence. 1, 2, 3, à fond la musique, à fond les cœurs, à fond le romantique. J'adore, ouais. Et puis, à chaque fois. Élémentaire, mon cher Balou. Élémentaire. Mon cher Balou, nous c'est super, on part. C'est toute votre enfance? Le rock, les vacances, les movies, une certaine idée de la vie. J'adore. Toute votre enfance. Ouais, bravo. Mais à chaque fois que je... Qu'est-ce qui fait courir ta rame? C'est le chaudron magique. Ta rame et le chaudron magique. J'adore, ouais, bien sûr. Et à chaque fois je voyais Johnny... Le chaudron magique, on sait où il est le chaudron magique. À chaque fois je voyais Johnny, il me pinçait toujours la joue comme ça, vous savez, pour dire bonjour. Ah ouais. Ça va C'est tout. Mais j'ai fait 5 bouquins avec lui, on se connaissait un peu. Ah ouais? Ouais. C'est un mec génial. Dès que Johnny vous voyez, vous êtes... Comme ça à chaque fois. Quand j'avais la marre de la coquette, il faisait comme ça. J'allais montrer mes épreuves de livres et tout ça. Ah oui. Et puis on avait fait un jour, j'ai fait la promo pour lui, mais un truc génial. Il avait sorti une table bistrot. Alors dessus, il avait une photo de Johnny sur scène à la Tour Eiffel. Il avait dédicacé à votre santé, Johnny Hallyday. Ils en ont vendu 1000 tables. À 800 € la table. Fort. Il a un public exceptionnel, Johnny. Hein. C'est la plus grande star française. Pour vous, c'était la plus grande star que vous ayez rencontrée française? Bah oui, bien sûr, c'est Johnny. J'ai vu Joséphine Baker en 75. Non, Boris. Non, Joséphine. J'ai 2 amours. Ah oui. Incroyable. J'ai 2 amours, Joséphine Baker. Mais j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, j'avais 13 ans. En 75? Ouais. Et donc. Vous n'avez pas dit, elle vous a dit j'ai 2 amours. Non, elle m'a tapé derrière, elle dit c'est bien mon petit. Ah ouais, c'est vrai. Elle était contente de moi. Tout le monde vous tape en fait. Johnny, mais c'est quoi ça déconne. Et Joséphine Baker vous a dit j'ai 2 amours. Et lui, il a répondu j'ai 2 glaouis. Une grosse et une petite. Je l'ai vu à Bobino. Et sinon, le premier homme que j'ai vu habillé en paillettes, tout le monde pense que c'est Claude François. Pas du tout. C'est Luis Mariano. Ah ouais. Je l'ai vu dans la Caravelle d'Or. Au Châtelet. Et Claude François, vous le connaissiez bien? Alors bien, oui, il m'avait engagé pour faire des stages chez lui. Vous avez fait un stage chez Claude François? Non, je devais commencer en mai 78, il est mort en mars. Mais il avait dit à Nicole Gruyet, sa collaboratrice, il a dit, il voulait absolument me récupérer dans le travail. Ah oui. Et il avait dit c'est un personnage, en parlant de moi. J'avoue, oui. Et alors ça s'est pas fait. Donc après, je suis parti en maison de disque ailleurs et voilà. Ah ouais, quoi, je suis mort avant. Ah ben et ça, on n'a pas pu, vous voyez. C'est dingue, on a pu faire. Vous ne portez pas la choucoumoune, vous? Non. Moi, il m'a toujours porté bonheur. Hein. Chaque fois que j'ai fait un truc avec lui, c'était un succès. On était à la radio ensemble. Ouais. On s'est connus à la radio ensemble, c'était mon producteur. Ouais, c'est vrai. Oui. Et à chaque fois que je le voyais, je lui disais... Je lui ai fait ses premières fiches de paye. Exactement, c'est vrai. C'est le premier qui m'a payé. Hein. Eh ben. Et t'es sympa? Très sympa, on s'entendait bien. Hein. Ah ouais, bien sûr. Je me rappelle, on n'a pas l'impression de travailler, nous, quand on se voit. Ouais, exactement. En fait, c'est ça. Vous continuez maintenant. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est lui. Combien vous me payez? Vous m'avez payé combien déjà? C'était combien vous touchiez? C'était en 2003-2004. Ouais. 2005, on a fait 3 ans, je crois, ensemble. Et vous deviez toucher peut-être, quand même 1700 euros. 1700 euros, exactement. 1700 ou 1800. Pour faire l'émission sur Rire et Chanson. Ouais. Exactement, le week-end, samedi et dimanche. Ouais, c'est-à-dire 3000 euros brut, je crois, c'était. Non, je connais 1700 euros. Vous n'avez que 1700, bah oui, vous étiez le net. Oui, 3000 bruts donc. Non, c'était 1700. Oui, c'est ça, 1700 net. Non. Ah bon, il y avait. Vous êtes sûr? Non. Par émission? Bah non, c'était que le week-end. J'avais que le week-end. Mais c'était mensuel donc. 1700, non, 1700 brut. Ouais, puis vous arriviez jamais à l'heure le matin des fois.
Non, c'est après. Non, après c'est le matin. Après, je suis passé le matin. J'étais le week-end avec lui. Il me donnait 1700 €. Et après, je suis passé le matin. Ouais. À 6-9 le matin. Exactement. Et là, j'ai gagné bien ma vie. Hein. Ouais, ça c'était bien. Je me rappelle, il me payait, je crois, 7000. Ouais, c'est ça, exactement. 7000 pour la matinale. 7000, ouais, mais les matinales, c'est le prime des radios, on sait. 7000 et c'est lui qui me payait. 7000 € brut. Mais vous arrivez souvent à 6h20, quoi. Alors, ça va, ça commence à 6h, ça va. Oh, ouais. Franchement, ça va. Non, mais il avait jamais de place pour se garer. J'adorais le patron, c'était le baron, il s'appelait. Le baron. Je l'adore. Vous aviez jamais de place pour vous garer? Ouais. Pourquoi? Cherchiez, elle était tellement énorme la voiture. Ouais, c'est vrai que j'avais une grosse voiture. Ah bon? C'était énorme. Parce que je faisais du business à côté. Oui, c'est vrai. Bah ouais, les mecs. Donc on commençait sans vous souvent. On commençait par donner la météo, enfin. Bah, vous allez voir que nous, on va commencer très vite sans vous, mais vraiment. Je pense que vous n'allez jamais arriver. Ah, mais ça va terminer comme ça. Allez. Merci Fabien Lecoeuvre. Allez, dans un instant, on va recevoir les grandes gueules qui seront avec nous. Ah, vous connaissez les grandes gueules? Vous avez une anecdote sur les grandes gueules? Génial. Pas eux, c'est trop jeune. Merci. J'ai jamais travaillé avec eux en plus. Ils m'ont reçu en émission. Ils sont sympas. Très. Ils sont toujours bien dans le sujet. Non, franchement. Vous aussi, pareil. Ils sont assez brillants. Bien dans le sujet. Non, c'est surtout, ils ont le même talent que vous avez aussi par ailleurs. Merci Fabien. C'est-à-dire qu'ils ont ce talent de poser les bonnes questions que les gens se posent eux-mêmes. Exactement. Ben, vous savez que les questions que tout le monde se pose là sur vous, c'est où il va chercher tout ça qu'il a tout. Allez, à tout de suite. Merci d'être avec nous. On est bien sûr dimanche. C'est votre rendez-vous du dimanche. Hein, face à Hanouna, samedi et dimanche. Et on va terminer cette semaine avec 2 personnes. Et je m'en suis jamais caché. Vous savez, quand j'aime pas. Quand j'aime, je le dis. Hein. Et je les cite souvent dans mon émission. Je suis très heureux de les voir. Et sans rigoler, quand j'ai vu ça, 20 ans. 20 ans. Je les ai même pas vus, je les ai vus. C'était comme Fabien Lecoeuvre. Un truc de fou. Alain Marchal et Olivier Truchot. 20 ans de grandes gueules. Les grandes gueules, le livre. Merci d'être là. Alors, je suis très heureux de vous voir. Vraiment. Merci de nous recevoir. Ça fait très plaisir d'être là. Je suis très heureux de vous voir parce que, je l'ai toujours dit, voilà, j'aime les gens qui ont des aspérités et qui font des choses nouvelles. Il y a un animateur qui a dit, parfois, il y a un mec qui a mis 4 connards autour d'une table et ça fait une émission. Mais c'est pas du tout ça, c'est le ton. Parlez de moi. Merci de préciser que c'est le ton. Tu nous rassures. C'est le ton. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans les grandes gueules, je vous jure, c'est la sincérité. Et donc, je vais vous dire, j'adore cette émission. Et je vous prends souvent en exemple. Donc 20 ans de succès, c'est incroyable. Ça fait 20 ans. Avec les mêmes. Mais c'est vrai, c'est fou. Ouais, mais franchement, vous êtes encore... Vous n'avez pas changé. Si, on a changé. Mais... J'étais là au début, vous n'avez pas changé. J'aimerais bien que vous racontiez à nos téléspectateurs. C'est vous qui avez eu l'idée du nom Les Grandes Gueules? Ouais, les grandes gueules, c'est nous. On hésitait au début parce qu'il y avait les grosses têtes. Les grosses têtes, les grandes gueules. Et puis les grandes gueules, ça peut être un peu péjoratif. Voilà, c'est une grande gueule. Et puis finalement, non. Et puis c'est devenu rapidement les GG. C'est ça. Voilà, et c'est devenu une marque. Qui a trouvé le... Vous êtes consulté les... Je vais laisser Olivier raconter. Oui, c'est de mon côté, c'est chez moi. On était plusieurs à réfléchir. Et puis voilà. Et on fait une émission avec des fortes personnalités autour de la table, de la société civile, des Français, qui ont des choses à dire, qui ont du caractère. Et puis hop, c'est... Les grandes gueules, moi je trouve que le nom est top. Racontez-nous aussi l'histoire de vous deux. Parce qu'un duo, alors il y a Bataille et Fontaine, bien sûr, qui a été un duo exceptionnel. Un modèle. Sur TF1, un modèle, exactement, sauf que vous n'avez pas de rideau. Mais c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissiez avant? J'aimerais bien que pour les téléspectateurs, comment ça s'est fait? En fait, on s'est rencontrés quand Alain Veil a racheté RMC. J'embrasse Alain, d'ailleurs. Il a racheté RMC, qui était une radio qui était morte clinique, quasiment. Elle était sortie des radars des audiences, elle était à moins de 2 points. Et puis moi, je travaillais à Monaco parce qu'on s'était réinstallé dans le sud avec mon épouse. Et Olivier, lui, travaillait à la rédaction à Paris. Et puis, on correspondait comme ça parce qu'on était tous les deux dans la rédaction. Il fallait mettre en place les émissions, les reportages. Et un jour, je suis venu à Monaco. Et un jour, il est venu tombé sur cet énergumène. Il est venu et puis on a commencé à parler du projet d'Alain Veil, de faire des émissions longues, des talk-shows. On s'est rendu compte qu'on pensait un peu la même chose et qu'on a envie de la même chose, quoi, en fait. Vous avez eu le coup de foudre tout de suite? Ouais, pour bosser ensemble. Ouais, parce qu'il y avait vraiment un projet ensemble. Et c'est pour ça que ça tient toujours, parce qu'on a toujours gardé la ligne. C'est vrai, parce que... On ne s'est jamais engueulé. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. On nous pose la question, on ne s'est jamais engueulé. Vraiment. Et vraiment, je vois, il n'y a pas d'égout, il n'y en a pas un qui prend la place de l'autre. Vraiment, c'est fait naturellement. Non, quand on s'est lancé d'abord, il y avait ce projet, on partait de zéro, on n'avait pas 25 ans, donc tu as déjà une maturité professionnelle. Ouais. On a toujours bossé dans le sens collectif qui était de faire réussir l'émission, de faire réussir le projet d'Alain. Ouais. Et puis, il n'y avait pas de guerre d'ego, quoi. Parce qu'on se disait, ce qu'il faut, c'est que l'émission réussisse. C'est pas que l'un ou l'autre prenne le lead, quoi, ou le dessus, quoi. Et
comment ça se passe quand vous voyez, parce que c'est avec l'émission. On passe 12 heures, parce qu'il y a RMC, BFM, on passe aussi ensemble. Ouais. Moi, je vois plus Alain que ma compagne. Faites attention de ne pas vous tromper. Non, mais c'est pour vous. Moi, voilà, t'as vu le mimétisme, on est presque habillés pareil. C'est vrai, en plus. Mais je vous dis, on sent, je vous dis même à l'antenne, on sent qu'en fait, vous pouvez tout vous dire. Et c'est ça que j'aime. Par cœur, c'est ça. on se connaît très bien. Exactement. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire, oui, mais c'est important. C'est-à-dire, on sent que vous pouvez tout vous dire, que vous passez vite à autre chose, que vous êtes, voilà, vous êtes ensemble. Et c'est fou. 20 ans comme ça de co-animation. Je me demande si, parce que vous n'avez pas fait autant. Et plus même. C'est vrai. Bien sûr. Allez, arrêtez de vous la raconter. Bien plus. Pas avec deux quotidiennes. Oui, non, pas avec deux quotidiennes. Non, et pas des mais si je peux me permettre, Laurent. Eux, c'est une émission de débat. Oui, donc c'est vrai que ça frotte un peu plus. 3 heures. Voilà. C'est juste pour la durée. On compare pas ce qui est pas comparable. Bien sûr, non, mais voilà. 91, Pascal et moi, donc combien ça coûte ensemble pendant 6 ans de Chavannes, pendant 4 ans ensemble, Jim. Non, mais bien sûr. Quand je vous recevrai, vous me direz. Mais plein de trucs qu'ils disent dans leur bouquin, je l'entends moi aussi. On s'est croisés plusieurs fois parce qu'on a été invités chez eux tous les deux, Pascal et moi. Mais sur le fait de, par exemple, beaucoup bosser ensemble, ne pas se voir le soir. Ils font pratiquement aucun dîner, Pascal et moi non plus. On sait plein de gens ont toujours pas de dîner, pas de week-end, pas de vacances. On partait en week-end, que j'étais à Bordeaux tous les week-ends, qu'on se voyait 4 fois par semaine. Non, impossible quand tu dois toute la journée, c'est impossible. Il n'y a que moi qui vois Gilles Verdès tout le temps. Oui. Après, c'est le masochisme, ça. C'est ça. Vous attendiez à un tel succès ou pas? Bah non, bien sûr, tu sais, on démarre. Et vous l'avez senti tout de suite, vous avez senti qu'il y avait un truc qui se passait? Non, on sentait qu'on avait une formule qui était simple en fait, donc on pouvait la prolonger, mais voilà, on tient une semaine, un mois, une saison, et puis non, on peut pas parier sur 20 ans de. Il y a eu des moments difficiles ou pas? Je me rappelle, Alain, vous aviez fait un duplex. À Nice. Exactement. Ouais. Ça, c'était sur. Alors, j'étais à la fois sur BFM TV et à la fois sur. Je sais, mais ça, c'était pas dans les RMC, grandes dans gueules, les je GG. sais, mais c'était. Voilà. C'était au moment des attentats. Exactement, oui. Oui, parce que j'étais en vacances et quand tu es dans ta ville, comme ça, au soleil, tranquille, et que tu vas regarder le feu d'artifice avec ton père et ta fille. On t'appelle en te disant, voilà, il y a des morts sur la promenade des Anglais, il y a un camion qui a roulé sur des centaines de personnes. C'était terrible. Mais ce qui m'avait surtout marqué, c'est le lendemain, surtout le lendemain, quand les copains m'appellent en me disant, tu peux intervenir dans les GG, je faisais à la fois BFM TV et les grandes gueules, c'était ce silence qu'il y avait sur Nice et sur la promenade des Anglais, quoi. C'était un silence de mort, pour de vrai. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi. Et il y a une actualité, parce que vous avez forcément traité toutes les actualités depuis 20 ans. Quelle est l'actualité, le moment d'actu ou le fait d'actu qui vous a le plus marqué? Les attentats, parce qu'on était en direct lorsque les frères Kouachi ont attaqué le Charlie Hebdo, et ça, on l'a vécu en direct. On l'a vécu en direct, donc ça, c'était très fort. Et puis, il y a des déplacements très forts qu'on a fait, notamment après les attentats, on a été faire l'émission dans une mosquée. On voulait aller voir une mosquée et les fidèles. Et donc, on s'est retrouvés en chaussettes au cœur de la mosquée. Et on a fait 3 heures de grande gueule dans la mosquée. Mosquée de Bordeaux. Mosquée de Bordeaux, c'est un moment fort, ça. Tarek Oubrou, l'imam, qui a dit non, ok, venez. Et puis, je discuterai avec vous, j'interviendrai en direct. Et je vous mets dans la mosquée. Il a accepté. Fallait oser. Et on l'a fait. Enfin, je voudrais vous montrer aussi un beau moment. C'était en 2020. C'est une auditrice régulière qui a témoigné de l'impact positif des grandes gueules sur sa santé mentale, expliquant même que l'émission l'avait aidé à surmonter la dépression qu'elle vivait à cause de l'isolement. Et ça, c'est des beaux moments. Et ça, c'est des moments qu'on aime vivre quand on fait une émission. Ça, c'est un moment qu'on voulait revivre avec vous. Regardez. Je me suis retrouvée confinée un peu comme tout le monde avec mon fils et sans Internet. Et en zappant, je suis tombée sur l'émission que je connaissais pas. Je suis restée, j'ai écouté et je me suis dit « Ah, mais c'est top, une émission où enfin des personnes lambda peuvent s'exprimer. » Ça m'a quasiment sauvé la vie parce que j'étais dans une période très, très difficile. Là, c'était pour la promotion. Vous avez fait un prime time, voilà, pour les 20 ans des grandes gueules. Et c'est vrai que ça c'est un c'est la magie de la radio. Du lien qu'on crée particulièrement à la radio avec les auditeurs et les auditrices. Et puis, en plus, dans la durée. Donc, effectivement, c'est très touchant. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Tu vois, il y a un autre moment, il n'y a pas très longtemps. C'est Omar au 32-16, tu te souviens? C'est au moment où on parlait des narcotrafics, des règlements de compte. Et puis il y a Omar qui nous appelle et qui nous dit, voilà, moi, il n'y a pas longtemps, dans ma famille, je suis rentré dans la chambre de mon petit frère et j'ai trouvé un flingue et 30 000 € en liquide. Son petit frère qui avait 15 ans. Qui avait 15 ans.
Il dit, on ne sait plus quoi faire. Et pourtant, il dit, on est dans une famille structurée, on a tous réussi. Je crois qu'Omar, il est ingénieur. Il dit, mais là, on ne sait pas. Il a basculé, mauvaise fréquentation, mauvaise rencontre. Et ça, c'est des témoignages, tu vois, grâce au GG, grâce au 32-16, très fort. C'est très fort. Alors, il y a eu plein de moments très forts dans les GG. Et c'est vrai que, est-ce qu'il y a déjà, vous avez comme moi, vous avez vu énormément de chroniqueurs. Combien vous en avez vu depuis le début? Voilà, plus de 70, je crois qu'on les a comptés. 70, ouais. Moi, c'est 70 en une saison. Ça va vite. C'est vrai, d'ailleurs, on a eu un chroniqueur en commun. Ouais. Louis Boyard. Oui, Boyard, le meilleur. Le meilleur d'entre nous. Louis Boyard, oui. Il était venu chez moi parce que je le payais plus. C'est ça. C'est vrai, bah oui. Il nous avait planté la veille de la rentrée. Ouais, je sais. Il était dans le dossier de presse. Ouais. Il m'appelle, je vais chez Cyril. Ah bon, très bien. Tu nous plantes, oui. Ah bon. Je sais parce que moi, il m'avait dit, il m'avait appelé, je rigole pas. Il m'avait dit, voilà, je dois aller sur les grandes gueules. Mais finalement, non, il m'a dit non. En plus, il m'avait dit, je vous jure que c'est vrai, il m'avait dit non, de toute façon, c'est pas sûr, ils m'ont pas encore vraiment appelé, etc. Mais toi, tu donnes combien à tes chroniqueurs? Je lui ai dit le montant. Il m'a dit, je suis là demain. Finalement, vous êtes bien payé. N'étiquez pas les valeurs. Non, c'est ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes déjà... Il y a déjà des moments où ça s'est mal passé avec un chroniqueur, voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive tous les soirs avec Thomas Guénolé, mais je l'aime bien quand même. Voilà. Où ça s'est mal passé, où ça s'est mal terminé. Non. En direct, quoi que ça, j'ai pas le souvenir. Non, il y a des chroniqueurs qui peuvent s'engueuler, ça peut être très violent parfois en direct. On essaie d'éviter l'agressivité. Il y a la polémique sur Nafissatou Diallo. Alors oui, c'est vrai, tu as raison. Quand en direct, donc c'était l'affaire Strauss-Kahn. Oui. Et il y a un chroniqueur qui en direct dit de Nafissatou Diallo, notamment, elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Oui, Valérie. En 20 ans, est-ce que vous avez, puisqu'on parle de la société française, vous l'avez vu évoluer, est-ce que dans les coups de fil que vous recevez des auditeurs, vous sentez un discours qui est plus radical, plus dur? On dit que les Français se sont durcis, que c'est beaucoup plus âpre. Est-ce que vous l'avez senti, ça, vous, dans l'évolution des gens que vous avez au téléphone? Oui, il y a plus de colère, vis-à-vis des politiques, de ressenti, ressentiment vis-à-vis des politiques. Tu vois, par exemple, les GG, on a tout de suite vu monter le mouvement des Gilets jaunes en 2018. On l'a vu au 32-16, au cœur de l'été, avec ce mot qui se passait de mettre la chasuble jaune sur le tableau de bord des voitures. On était au mois d'août et ces heures habitants, et ces heures habitants, une de nos grandes gueules, ça veut dire, Alain, attention, il se passe des trucs là sur Facebook, etc. Et tout de suite au 32-16, je dis tiens, la chasuble, les gilets jaunes, c'est vrai, ça commence. Et depuis 2018, en fait, c'est quelque chose qui n'a jamais baissé. Si tu veux, cette envie de parler, de dire ce qu'on avait sur le cœur, et on a un peu le baromètre, quoi. Mais là, ça s'est crispé avec les réseaux sociaux aussi, beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a vu, vous avez vu la société évoluer. C'est vrai que quand vous avez des gens au téléphone tous les jours, forcément, on voit comme la société évolue. C'est incroyable. Moi, j'ai démarré sur une petite radio, il y a pas longtemps, et c'est vrai que j'ai pas mal d'auditeurs en ligne, et déjà, je le vois. On sent ça vous permet aussi de prendre le pouls de la société. C'est ça qui. Ça permet de rester connecté, quoi. En fait. Je vous jure, je me suis dit un truc, moi. Être hors sol. Quand je vous écoutais, je me suis dit un jour, je me suis dit, des hommes politiques, ils devraient, sans rigoler, faire pareil, une ligne ouverte, et ils devraient parler avec les gens au moins une fois par semaine. Je vous jure, au lieu d'aller aller sur les plateaux de télé, etc., ils feraient ça. Franchement, alors, il y a des politiques qui nous écoutent. Oui, il y a des députés, il y a des ministres qui nous écoutent, ils nous le disent, parce qu'ils prennent un peu le pouls des Français. Mais même eux devraient le faire. Ils devraient dire, voilà, il y a une ligne ouverte, vous m'appelez, vous allez me parler. Je pense que je trouve que ça serait... En vous regardant, je me dis, ils devraient le faire. Oui, Gilles Verdez. Oui, en 20 ans, est-ce que vous avez gardé la même liberté de ton? Parce que ce qui est vraiment frappant chez vous, moi j'ai eu la chance de participer à l'émission, c'est que c'est comme ici. Vous dites, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun contrôle au préalable. C'est une liberté. Est-ce que ça a changé un peu? Est-ce que les chroniqueurs, par exemple, en 20 ans, ont un peu moins de liberté? Alors non, il y a la même liberté. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Nous, on est né avec Facebook. 2004, c'est la naissance de Facebook. Donc les réseaux sociaux, c'est pas notre affaire. Voilà, il n'y a que le standard. Et puis les gens continuent à nous écrire. Ils sont pas contents, des lettres d'insultes. Mais il n'y a pas les réseaux sociaux où automatiquement, on peut se faire insulter, on peut se faire aussi manipuler. On prend des extraits. Et puis donc ça, c'est nouveau. Et pour les grandes gueules, c'est sûr qu'il y a ça en plus à gérer. Parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est de la haine qui est arrivée. C'est vraiment de la haine, quoi, avec des menaces. Ouais, c'est ça. Et des gens qui en plus n'écoutent pas forcément l'émission, mais qui réagissent à un bout d'émission qu'ils ont vu. Ça, on le raconte dans le livre, mais par exemple, vous le vivez aussi, sans trahir ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Il y a un suspense, il ne faut pas trahir la fin. Par exemple, on avait trouvé, tu vois, une chroniqueuse
Vraiment un super profil. Pas de langue de bois, une femme qui vivait du côté du Maine-et-Loire, qui avait décidé de sortir ses enfants de l'école, de leur faire l'école à la maison. 5 enfants, vraiment un personnage, tu vois. Et ben, elle a reçu des menaces de mort. On a quasiment même jusqu'à lui donner son adresse sur les réseaux sociaux. Et donc, elle a dit, écoutez, moi, je suis pas venu pour ça. Moi, j'étais venu pour défendre un point de vue. J'arrête. On a un de nos chroniqueurs qui s'est retrouvé menacé de mort. Ses employés menacés de mort aussi. Donc, voilà ce qui a changé, si tu veux, en 20 ans. Et simplement parce qu'il avait émis une opinion, peut-être un peu tranchée, mais c'est logique, on est dans une émission de débat. Oui, nous aussi, mais nous, à la limite, on est un peu blindés parce qu'on sait comment ça fonctionne. Mais c'est, encore une fois, nos grandes gueules, c'est des Français qui ont un métier, hein, donc c'est pas, voilà. Donc ils découvrent ça et c'est pas évident. Quand tu dois appeler la gendarmerie de ton patelin en disant, voilà ce qui m'est arrivé, et que les gendarmes te disent, bon, bah, écoutez, on va surveiller, on va venir voir. C'est vrai que c'est compliqué, oui. Comment vous avez fait en 20 ans pour ne pas vous faire accuser d'être trop d'un bord ou trop de l'autre, alors même que pendant l'émission, vous donnez tous les deux votre avis à de nombreuses reprises, et pourtant, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah mais les grandes gueules, c'est trop à gauche, c'est trop d'extrême droite, c'est trop quelque chose ». Finalement, on essaie de refléter un peu ce que les gens pensent. Alors après, on fait pas non plus forcément 50-50. Enfin, c'est pas une émission politique. Hein. C'est des citoyens qui viennent. Donc eux-mêmes d'ailleurs peuvent bouger. Hein. Il y a des gens qu'on a connus à gauche et qui sont à droite ou vice versa. Parce que dans la vie, on évolue. Moi, j'ai connu Gilles Verdez. Il était à l'extrême droite. Ouais, par exemple. Non, mais en 20 ans, forcément, les gens évoluent. Alors, je vais poser la question qui fâche. Attention. 20 ans de succès. Forcément, on a essayé de vous débaucher. Oui. Les gars, attention, j'ai des infos. Commence par donner tes infos. On va voir si c'est vrai ou pas. Non, c'est vrai qu'on a forcément essayé de vous débaucher. En plus, moi, je vous le dis, je parle avec beaucoup de patrons de chaînes, etc. Et à chaque fois, c'est une émission qui revient et ils me disent tous, on aimerait bien avoir nos grandes gueules, on aime bien les grandes gueules, etc. Vous êtes resté fidèle à votre chaîne, pourquoi ? Parce qu'on a grandi avec cette chaîne et qu'elle nous a permis de continuer les grandes gueules, de découvrir la télé, la chaîne Info BFM TV, et toujours dans une grande liberté, une grande confiance. Donc à un moment donné, quand tu es bien quelque part, pourquoi aller voir ailleurs ? Après, c'est vrai qu'on a des sollicitations. Tu m'as toujours dit ma meuf. Je l'ai su en plus. J'ai tendu la perche. Merci. Non, mais c'est vrai que parce que. Non, mais surtout au moment de changement de alors direction. là, il y a un changement de. Là, il y a un changement de direction. Ouais, exactement. Est-ce que vous allez rester là-bas ou si vous avez une belle proposition de partir? Là, c'est la saison des 20 ans. Oui, donc c'est peut-être un tournant. Peut-être un tournant du match. C'est la saison des 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut faire la saison des 20 ans. Et après peut-être. Là, on fait la saison des 20 ans. Oui, peut-être qu'après. Après, peut-être vous allez faire les. Non. Parce que moi, je vends une chaîne. Si vous êtes intéressé, ça doit partir avant fin février. Tout doit disparaître. Hein. Ça, on vous vend ça vraiment, vous inquiétez pas. Hein. Non, mais vraiment, vous allez, à un moment, vous avez des propositions, vous regardez quand même. Oui. On les a toujours regardés. On a toujours répondu poliment à ceux qui nous voulaient nous recevoir. Quasiment chaque saison, il y en a. Bien sûr. Mais pour l'instant, non, mais il y en aura forcément qui vont arriver dans ce cas. Là, on est au mois de novembre. Voilà, on se concentre vraiment sur la saison. Sincèrement, on est content de fêter les 20 ans. Il y a plein de choses qui vont arriver. On va sortir. Comment ? Vous ferez pas une Louis Boyard de ne pas tenir du jour au lendemain. Non, c'est pas trop là. Non. C'est pas trop notre truc, non. Ça se passe bien aujourd'hui avec la nouvelle direction, etc. ou pas? Écoute, très bien. Ça n'a rien à changer en fait. Non. Écoute, sur RMC, non, les fondamentaux sont là. D'ailleurs, le directeur d'RMC, Karim Nedjari, est toujours en place. Et c'est une réussite RMC. Et puis à BFM TV, il y a eu des changements, effectivement. Mais c'est normal. Il y a un nouvel actionnaire, donc il y a un changement de Premier ministre et un changement de gouvernement. Voilà. Chez nous aussi. Et vous avez aimé faire le prime time ou pas? Ouais. Tu sais que c'est notre premier en 20 ans. Je sais, c'est pour ça. On a adoré. C'était incroyable. Oui, on avait un magnifique plateau. Raymond m'a appelé. Je vous jure que c'est vrai. Alors je vous raconte parce que Raymond m'a appelé. Il me dit, t'as vu, il y a un prime time des grandes gueules. J'ai l'impression qu'il m'a dit c'était la finale de la Coupe du Monde. C'est un truc de fou. Il m'a appelé. Je dois rentrer. Il y a le prime des grandes gueules. D'habitude il me dit je dois rentrer. J'ai rendez-vous avec une meuf. Non, non. Avec deux mecs, t'avais rendez-vous. Non. Est-ce que ça vous a donné des idées peut-être pour en refaire d'autres? Oui, mais là c'était un événement exceptionnel. Donc avec des moyens importants, mais oui, bien sûr, c'était une bonne raison d'en refaire. Moi, je trouve que pour 2027, j'adorerais voir, j'adorerais voir une émission des grandes gueules en prime time avec les chroniqueurs habituels et
à chaque fois le candidat, ce serait exceptionnel. Bien sûr. Ah bah oui. Bah ça, je le produis, ça, moi, c'est rien. Hein. Tu le présentes. Je vais avoir un petit peu de temps, moi, je vous le fais ça. Hein. C'est bon. Non, mais franchement, je trouve que c'est... Voilà, parce qu'on a... ça, c'est un truc que vous avez envie de faire aussi. Bah, bien sûr. Pourquoi pas? Alors, les politiques viennent déjà dans les grandes gueules, mais ça, oui, effectivement, événementiel, avec les prime candidats. time, c'est vrai. Voilà. Bah, en tout cas, on vous souhaite encore énormément de succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Encore 20 ans, tous les deux? 20 ans encore ensemble. Attends, à quel âge? À quel âge Dans un EHPAD, alors? Ouais, ça sera. Ça va tenir. On fera la tournée des maisons de retraite. Non, là, je vois, ça va tenir. Et alors, je tiens à dire, vous êtes plus beau en vrai qu'à la télé. Ouais, il parle à vous. Franchement, c'est vrai. On ne sait jamais comment on doit le prendre. Je sais pas ce qu'on peut dire. Alors, je veux dire, ils sont plus beaux en vrai Encore qu'à la tu télé. devrais dire. C'est les maquilleux. Non, regardez-moi, je veux dire que c'est pas les maquilleuses. Non, merci. Donc, on peut vous souhaiter quoi? Continuer comme ça? De faire une belle saison des 20 ans, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer, sur lesquelles on est en train de travailler là d'ici le mois de juin, et avec notamment un calendrier de sortie, aller tourner en France avec l'émission, donc voilà. Et l'idée, c'est pour finir la saison des 20 ans, d'avoir Emmanuel Macron dans les grandes gueules. Ah ouais, fort. Bah, on aimerait bien. C'est un appel. Sa femme écoute les GG, on aimerait bien qu'ils viennent dans les grandes gueules. Qu'il fasse faire des pros d'abord. Vous voulez que j'en parle à Bernard? Voilà, tu vois, il y a une compète. Où est-ce qu'il va aller en premier? Vous voulez que j'en parle à Bernard Montiel? Ben oui, effectivement, bonne idée. Il peut peut-être faire quelque chose. Merci les grandes gueules. Merci, 20 ans de merci succès. vraiment, merci à vous. Merci à tous. Allez, tout de suite, c'est Mongeville sur C8. Merci.